Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec trois types, le podcast où on met deux films face à face et on voit ce qui se passe. Moi je dis la tagline parce que ça fait 3-4 épisodes que je la dis plus, donc c'est... Ouais, les gens peut-être oublient. Ouais. Comme d'habitude, je suis avec Guillaume et Seb. Salut les gars, ça va ? Ça va. Ça va et toi ? Bah écoute, ça va très bien, malgré la sélection de films d'aujourd'hui. Oh, ça commence. Aujourd'hui, donc, c'est un couple de films qui a été choisi par Guillaume. Guillaume, je te laisse le présenter. Et oui, aujourd'hui, on va parler de Civil War d'Alex Garland, sorti en 2024, c'est sorti l'année dernière. 2024, ouais. Tu vois. Et de France de Bruno Dumont, pour le coup, sorti en 2022. 2021. 21, ok, rien tout à côté. Donc déjà 3 ans. C'est post-Covid. Post-Covid. Ouais, et c'est le couple le plus récent. Là, on est un podcast d'actualité presque. Ouais. Et quelle actualité. Ouais. Et bah écoutez, je vous propose, on va commencer par Civil War ce coup-ci, ce qui est un petit peu contre-intuitif puisque c'est le dernier film sorti. Ouais, mais je sais pas exactement. Je pense que ça s'est fait assez logiquement, moi, dans ma tête. Je pense qu'on a potentiellement tous plus de choses à dire aussi sur France. Ouais, je pense sais pas si c'est pour ça, mais Civil War, disons qu'il brille par son... C'est l'apéro un peu. Voilà. Non, c'est une bonne porte d'entrée. Moi, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée sur les thématiques. Et puis, il y a quand même des tas de choses intéressantes à en dire. Mais je trouve que ça prépare bien le terrain pour un film comme France. Eh bah écoutez, on commence tout de suite. On écoute un petit extrait de la BO de Civil War. Dream baby dream, dream baby dream, dream baby dream, dream baby dream, forever. Donc Civil War d'Alex Garland sorti en 2024. Avant de commencer à parler du film, comme d'habitude, on va faire un petit tour de table pour savoir c'est quoi votre rapport au film. Du coup, je vais te demander à toi, Seb, c'est quoi ton rapport à Civil War ? Moi, Civil War, mon rapport, c'est que j'ai découvert il y a une semaine. Je l'avais jamais vu avant. Ah, tu l'as pas vu Non, du coup, j'ai découvert là pour l'émission, justement. Bon, je connaissais un peu le cinéma d'Alex Garland, j'avais vu ses trucs. Bon, pour résumer un peu Garland, je trouve que ses meilleurs travaux, c'est quand il est scénariste pour Danny Boyle. Ouais, c'est probablement quand il y a quelqu'un qui passe derrière, en fait. Voilà, c'est ça. Et alors, du coup, Civil War, bon, j'avais loupé à l'époque au cinéma, parce qu'à l'époque où j'avais beaucoup de taf, du coup, j'avais pas eu le temps d'y aller. Mais bon, je voulais le voir de base, donc c'est bien de le rattraper. Donc, j'ai vu sur Canal, là, il y a la semaine dernière. Ouais, effectivement, il est sur Canal en ce moment. Ouais, encore un petit moment, parce qu'il vient juste d'arriver, donc du coup... Jusqu'en mars, non bon, un peu plus tard. Il va être un moment, je pense. Parce que là, il est arrivé il y a pas longtemps, donc il est toujours là. Ouais. Et ouais, du coup, j'ai vu sur Canal, comme ça, c'est là que j'ai découvert. Donc, merci de me permettre de rattraper mes lacunes au cinéma. Et quelle lacune. Écoutez, avant de te demander à toi, Guillaume, moi, alors moi, je l'ai vu au cinéma, pour le coup. Je suis assez friand du cinéma de Garland, on va savoir pourquoi. Et non, je suis allé le voir au cinéma, bien que je l'attendais pas non plus que ça. On va dire qu'en termes de pitch, et vu qu'il a aussi il a eu une grosse promo, c'est pas forcément celui qui m'a attiré le plus dans tous ses projets, mais je suis quand même allé le voir au cinéma. Et, puis après, en termes d'avis, on va en parler par la suite, quoi. Et toi, Guillaume ? Moi, pareil, j'étais allé le voir au cinéma. Je sais même pas. En allant le voir, je savais que c'était Alex Garland, mais j'étais resté sur une note tellement négative après Men. Oui, c'est son film d'avant qu'en fait, je veux pas dire qu'il n'existait plus pour moi, Garland, parce que moi, comme toi, j'aime assez bien, en particulier ses 2 premiers films. Mais j'avais été, je pense, un peu harnaché par la promo, la promesse d'un film un peu spectaculaire, et c'était un peu le truc à voir, le blockbuster d'auteur, A24, etc. Donc je l'avais découvert au cinéma, et bon, on va en parler des avis, mais c'est vrai qu'il m'avait, un petit peu comme le cœur du film, il m'avait laissé une impression un peu neutre. En plus, c'est probablement le plus gros budget de A24. À l'époque, je sais pas si ça a été... toujours, je crois. Ah ouais. 50 millions. Ok, écoute, je te laisse faire le petit résumé. Avec grand plaisir. Au cœur d'une Amérique déchirée par une mystérieuse et effroyable guerre civile, 4 photographes de guerre entreprennent un périple vers Washington, où ils ambitionnent d'interviewer le président avant sa chute que l'on sait prochaine. Lee, photographe à la grande renommée et épuisé par les visions d'horreur qui jalonnent sa carrière, prend notamment sous son aile Jessie, une jeune photojournaliste en herbe.
En traversant ce pays en proie à une barbarie de plus en plus insensée, la petite troupe continue de photographier invariablement leur pays fracturé dans une course aux clichés qui s'avère peut-être aussi absurde. Voilà. Bah écoute, la course au cliché, une belle formulation pour parler du film, je pense. Ouais, c'est pas fait exprès. Bah écoute, on va juste contextualiser rapidement le cinéma d'Alex Garland, même si on a déjà parlé. Bah comme tu le disais, Seb, c'est un cinéaste qui a d'abord émergé en tant que scénariste. C'est un romancier à la base, puisqu'il avait écrit le roman La Plage, ensuite il a fait le scénario pour Danny Boyle. Ouais. En gros, c'est là où il a pété, et je crois qu'il a dû écrire peut-être un ou deux romans derrière, mais finalement il a très vite switché à faire plus que du scénario. Il a travaillé presque qu'avec Danny Boyle d'ailleurs en tant que scénariste, puisque c'est à lui aussi qu'on doit le scénario de 28 jours plus tard. Qui, je pense plus que La Plage a vraiment été un hit et qui a redéfini tout un genre à l'époque. Vraiment qui a remis au goût du jour le film de zombies avec des nouveaux codes, quoi. On en parlait parce qu'il y a quand même des petits parallèles à faire avec Civil War. Ah ouais, j'ai plus du trop en tête, moi, 28 jours plus tard. Mais... Moi, je l'ai revu là. Oui, un côté post-apocalyptique, en tout cas. Ouais, puis il y a des récurrences dans le cinéma de Garland qui sautent un petit peu aux yeux, quoi. Et il a aussi fait le scénar de, moi je pense, mon Danny Boyle préféré, Sunshine. Okay. Ouais. Finalement, il s'oriente vers la science-fiction plutôt. Et ensuite, il a écrit le scénario de Dredd, l'adaptation de Judge Dredd, du comic Judge Dredd, la bonne adaptation, même si je pense qu'il y a des déviants qui aiment celle avec Stallone. Je sais pas, je te regarde, je sais pas ce que t'en penses. Non, je confesse. Et en fait, ce qui s'est passé avec Dredd, c'est que en réalité, il semblerait que c'est Alex Garland, il a été réalisé par Alex Garland en fait finalement. Ok, d'accord. En gros, il a dû faire les reshoots et il semblerait qu'il a re-shooté une grosse partie du film. Donc en fait, sa première réalisation, ça serait pas Ex Machina sorti en 2014, mais en fait, ça serait Dredd. Mais de façon plus informelle ou plus... Les reshoots de Dredd. Ouais, mais du coup, probablement une grosse partie des reshoots, quoi. D'accord. Et d'ailleurs, en faisant mes recherches sur Civil War, je suis tombé sur une featurette où il parle des plans qu'il préfère dans chacun de ses films. Et il parle d'un plan de Dredd, tu vois. Okay. Donc ça veut dire que vraiment, je pense que c'est assumé. Et donc, à partir de là, je pense qu'il s'est dit, ok, j'ai la confiance probablement des studios, surtout s'il a sauvé un film et tout. Et il a écrit le scénar et il a réalisé donc son premier film en 2014 qui est Ex Machina. Je sais pas si vous l'aviez vu à l'époque. Ouais, carrément. Moi, j'ai à peu près tout vu de lui quand c'est sorti au cinéma à chaque fois. Donc, Moi, ouais, Maxima, j'avais vu Annihilation, je l'avais vu sur Netflix. Il est sorti sur Netflix. Sur Netflix, ouais. Moi, je me souviens, Ex Machina, je l'ai pas vu au cinéma, mais je l'avais acheté en DVD directement parce que justement, je me disais, c'est le film d'Alex Garland. Et c'est vrai qu'en termes de science-fiction, moi, je suis assez friand. J'avais aimé Sunshine, même s'il y a des défauts. Tu sentais qu'il avait une approche un peu classe, tu vois. Ouais. Oui, très esthétisante. Ouais, voilà. Même quand c'est pas lui qui réalise, même au niveau de l'écriture, quoi. Donc Ex Machina, qui a été, je pense, plus ou moins un succès, puisque derrière il a eu quand même un budget pour faire Annihilation, donc il a eu un budget de 50 millions d'euros, entre 40 et 55 millions d'euros. Okay. Donc ce qui est aussi à peu près équivalent au budget de Civil War. Je la fais rapide. Annihilation, ce qui s'est passé aussi, c'est que y a eu des projections tests qui ont été catastrophiques. Le film est produit par Paramount et en fait ils ont flippé et c'est là qu'ils ont vendu les droits. Donc c'est pour ça que le film en fait il est pas chez nous, il est pas sorti sur Netflix. Il est sorti sur Netflix, pardon, il est pas sorti en salle. Et il me semble qu'il est sorti en salle quand même sur quelques territoires. Ouais. Mais du coup, on sait pas trop s'il aurait marché ou pas. C'est typiquement le genre de film que moi j'aurais aimé voir en salle parce qu'il y a en particulier un sound design qui est très impressionnant, un score qui marque. Vraiment, je trouve la musique, elle est... Ouais, en plus, tu sais, elle a ce truc... je l'ai vu dans une liste et je me dis que ça correspond complètement. C'est liste de films qui te mettent dans un état fiévreux, où t'as l'impression d'être dans un truc fiévreux. Complètement. Et c'est vrai que... d'être dans une bulle de savon. Ouais. Et moi, je l'ai rematé pour l'épisode. C'était la 3e fois. On en parlait hors caméra. Plus je le vois et plus je l'apprécie aussi. C'est vrai que le sound design et tout le film est vraiment cool, quoi. Je trouve que c'est vraiment une belle copie, quoi.
une belle copie dans tous les sens ou dans... Non, justement, je trouve que Annihilation, je trouve je sais pas si on peut dire que c'est son film le plus personnel, mais je trouve qu'il est vraiment investi de quelque chose. Alors, il a un rapport au symbolique, on va peut-être en parler, Alex Garland, qui est quand même assez lourd, dont le paroxysme se situe probablement dans Men, où là, c'est en fait son film suivant, du coup, qui est sorti en 2022. Qui est un film sur la toxicité masculine. Ouais, patriarcat, toxicité voilà, masculine. et donc là, mais là, on est aux confins de la lourdeur et de ce que moi, personnellement, je déteste dans le cinéma. Parce que pour le coup, Men, c'est un film qui est affilié à ce qu'on appelle l'elevated horror. Ouais. Lourdement. Et moi, Annihilation, j'aimais bien parce que oui, c'est une sorte de science-fiction, mais un peu douce, qui me rappelle, même si c'est un film qui n'a rien à voir du tout, mais dans l'angle d'attaque du genre et la singularité de l'angle d'attaque, ça me rappelle un petit peu Under the Skin. Ces deux films d'Alien où le point de vue est un peu particulier. Je trouve qu'il y a vraiment une prise en charge de cette thématique-là qui est assez singulière. Après, bon, c'est évidemment polarisant. Under the Skin, on en a déjà parlé. Je pense que c'est un film qui polarise beaucoup. Et je pense qu'Annihilation, c'est pareil aussi, vu que c'est un film qui potentiellement met sur la touche. Parce que c'est pas évident à comprendre de prime abord. Moi, je me souviens qu'il m'a bien fallu, comme toi. Pour Under the Skin ? Non, pour Annihilation. Ouais. Après, Under the Skin, moi, c'est pareil. La première fois, j'ai pas aimé. Et après, en le revoyant, j'ai apprécié. Ouais. En plus, c'est des films qui touchent un petit peu à des questionnements et métaphysiques et de nos rapports humains. Donc, c'est pas... Quand c'est pas ce à quoi tu t'attends spécialement, tu peux être un peu déstabilisé. Ouais, mais je pense qu'Annihilation, tu peux kiffer même si tu comprends pas. Oui, moi, j'ai kiffé sans comprendre. Le film est bien, tu vois. Bon, moi, perso, je déteste Under the Skin. Je trouve ça, sur beaucoup de points, je trouve ça très, très problématique. Mais Annihilation, sans être très fan du film, je pense que c'est le film le plus humain de Garland. Ouais, paradoxalement. C'est un film qui raconte des choses. Civil War, ça raconte ce que c'est. Next McKenna, il y a un côté un peu plus froid, tu vois. Annihilation, c'est vraiment, il y a un côté vraiment humain et vivant, quoi, dedans. Ouais, c'est très incarné. Même si c'est un côté très esthétique, t'as toujours ce côté-là qui ressort. Ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les autres films. Comme on disait tout à l'heure, après, Annihilation, c'est une adaptation d'un roman. Alors, j'ai pas lu le roman, mais c'est peut-être parce que la source, elle vient pas de Garland, qu'elle est un peu plus profonde. Non, mais c'est intéressant. Moi, ce rapport entre création originale et adaptation, je trouve que c'est toujours assez passionnant, en particulier chez les jeunes cinéastes, quoi. Parce qu'en fait, quand tu regardes les filmographies des très grands, par exemple Kubrick, auquel je pense beaucoup de gens se rattachent, c'est 100% des adaptations. Quasiment. Il fait que des adaptations. En fait, mais je veux pas dire que je veux pas faire de pourcentage, mais beaucoup de ce qu'on considère comme étant des chefs-d'œuvre, c'est beaucoup des adaptations. Après, je pense que, à part certains grands réalisateurs, mais tu peux pas avoir tous les talents, tu vois. Être réalisateur, c'est pas la même chose qu'être auteur et trouver des thématiques, tu vois. Être un bon réal, c'est des fois savoir trouver des thématiques, trouver un matériel et après le sublimer. Mais c'est ce que disait Kubrick, c'est celui qui, je pense, le dit le mieux. Il dit, moi, je peux pas, quand je cherche à faire un film, je cherche à redonner l'impression que j'ai eu quand j'ai lu la première fois un livre. Ce qui est par définition impossible quand tu écris toi-même un scénario, quoi. Ouais. Donc c'est une vision assez poétique, mais voilà, purement artistique, quoi, de la mise en scène. Et je trouve que c'est... peut-être que c'est là le secret d'un film... Puis en plus, tu vois, Kubrick, il prenait quand même vraiment des romans de gare, genre Nabokov. Il en fait un chef-d'œuvre. Mécanique, personne l'a lu. Un peu le Hanna Gavalda de l'époque. C'est intéressant de voir à quel point je trouve que les metteurs en scène, les jeunes metteurs en scène, se perdent régulièrement dans ces trucs-là, quoi. Parce qu'ils confondent thématiques, sujets, histoire. Pas facile. Un scénariste, c'est un métier. Hein. C'est un métier, voilà. C'est des choses très différentes, scénariste et réalisateur. C'est vrai. C'est quelque chose qu'ils ont plus compris aux États-Unis qu'ici. Mais bon, est-ce que... Après les États-Unis, ils ont une... Je dis pas que notre approche des auteurs, du réalisateur-auteur est la bonne, mais aux États-Unis, ils ont un truc tellement, c'est vraiment une industrie, tu vois. L'art, ça passe derrière, quoi. Il y a du bon à prendre dans les deux. C'est ce que moi, je milite un petit peu pour, quoi. Je pense que en France, la poétique de l'auteur, la nouvelle vague a fait beaucoup de mal aussi. Alors ça, j'allais dire. Ouais. Ça, j'allais y venir. Ouais. Je pense vraiment. Après, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec nous. Moi, quand je vois les légions de jeunes cinéastes et de cinéastes tout court
qui sont en plein les deux pieds dedans et qui sont complètement une complaisance vis-à-vis de tout ça. Et moi, en tant que, justement, je vois bien en tant que scénariste, vu que c'est quand même mon taf, je vois bien là, cette espèce de flou artistique entre l'auteur, réalisateur et l'auteur, auteur, scénariste. C'est un truc qui pose beaucoup de problèmes, quoi. Ouais, bah de toute façon, je pense qu'on va le voir que Garland, on va l'apprendre un peu à ses dépens, quoi. Que c'est un métier d'être scénariste. Ouais, mais pourtant, il est... En fait, c'est assez impressionnant de la part d'un mec qui est censé être romancier et d'avoir autant de lacunes. En fait, je trouve que son style d'écriture, il est fonctionnel. Il n'y a pas plus fonctionnel. Il est fonctionnel. C'est pour ça que je pense que ces films sont agréables à regarder. Comme je disais, moi, à chaque fois, je prends du plaisir. Je les regarde. C'est vraiment en termes de profondeur qui, sans spoiler tout ce qu'on va dire. Mais en termes de profondeur, il prend des archétypes. En fait, il en fait pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui peut être intéressant quand la personne en a conscience. Ouais. Oui, non, mais utiliser les archétypes n'est pas forcément quelque chose de... Parce que c'est ce qu'on en parlera, mais c'est un petit peu ce que fait Dumont après, quoi. Mais donc, en fait, ce qui compte, c'est pas d'où tu pars. Prendre un archétype, c'est pas grave, c'est que la manière dont tu vas faire évoluer le personnage, en fait. Ouais, c'est ce que tu vas en faire. Peu d'archétypes, t'en as tout le temps. Hein. Tu prends les films tu prends le western, par exemple. C'est que ça. Ouais, mais tu donnes ça à un Sergio Leone, par exemple, il va t'en faire des chefs-d'œuvre, tu vois. Tu donnes ça à un metteur en scène de réal lambda, de western lambda, il va te faire un truc que tu as vu 12 fois. Ouais. C'est ça la différence, c'est ce que tu fais de ton matériau, c'est pas le matériau en lui-même. C'est pas ce qu'on te donne, ce que tu vas en faire après. Je pense que ça se joue beaucoup sur des détails aussi. Et je trouve que le cinéma d'Alex Garland, je sais pas, c'est peut-être un peu cryptique ce que je vais dire, mais c'est pas du tout un cinéma de détails, quoi. Non. Moi, c'est plus un cinéma de macro que de micro. Oui, complètement. Et c'est ce qui marche plutôt pas mal dans Civil War. Alors, je suis pressé que vous développez, que je comprenne un peu mieux là où tu veux en venir. De toute façon, c'était film, donc ça va être à toi d'en parler. Bah oui. Moi, je pense qu'on peut déjà faire un petit focus sur le genre du film, parce que je pense qu'un des arguments aussi promotionnel du film, ça avait été cette espèce de vision dystopique. Donc pour moi, c'est un film qui est vraiment entre la dystopie et puis le road movie. Enfin, je sais pas s'il est entre, mais en tout cas, c'est une dystopie qui prend la forme d'un road movie. C'est même les deux. Voilà. Et je trouve que, moi j'ai envie de parler de ça au début parce que je trouve que c'est là que le film est agréable et qui fonctionne aux endroits où il fonctionne. C'est dans ce côté très portrait d'une Amérique fracturée. Où il prend vraiment, le film prend à la lettre ce truc-là, quoi. C'est-à-dire l'Amérique est un pays fracturé, du coup, le film prend cette forme de morceaux, de puzzle que les personnages vont expérimenter. Je vois ce que tu veux dire. Du coup, effectivement, la forme du road movie où c'est toujours plus ou moins des personnages qui vont d'un point A à un point B en faisant plusieurs rencontres. Ouais. Ce côté fragmenté du style fonctionne avec... Oui, il y a un côté un peu performatif qui marche assez bien dans cette succession de tableaux. Voilà, je trouve que c'est justement d'un point de vue un petit peu global, parce qu'après, dans la mise en scène, je vois pas de... Enfin, pour moi, je me suis pas mal questionné sur la touche Garland, quoi. Moi, je me questionne sur l'absence de mise en scène, justement. Ouais. Parce que je crois que c'est la grande absente du film, je crois que c'est la mise en scène. Hein. Moi, quand je me refais le film comme ça, je m'imagine pas, j'ai pas une vision claire de l'esthétique du film. Je vois des images que j'ai déjà vues à gauche, à droite. Et puis moi, comme j'ai vu le film récemment, je m'attendais à un truc beaucoup plus dystopique. Le film comme très réaliste finalement dans ce qui... Je sais pas parce qu'il a été rattrapé par l'actualité de maintenant ou quoi, mais moi je me souviens quand j'ai vu la bande-annonce à l'époque, on parlait du film, j'imaginais un truc entre genre une version orwellienne de Black Hawk Down, tu vois. J'imaginais ce truc-là. Ouais. Alors en fait pas du tout, c'est un film qui est plutôt apaisé, moi, comme quand je l'ai vu. C'est beaucoup de plans sur des gens qui discutent en voiture, qui se promènent. C'est un film de gens qui voyagent, donc ils veulent aller je sais pas où c'est pas de film, ils veulent aller à Washington. La côte Est, ils remontent la côte Est, ouais. Et c'est un film moi je voyais ça beaucoup plus centralisé sur un petit bout de terrain, où là, du coup, quand ton territoire est bien développé, est bien déterminé, tu peux développer des choses à l'intérieur de ce petit bout de terre-là. Et là, quand les personnages bougent constamment, je trouve que le film a du mal à développer un peu un sujet cohérent, ça, oui, c'est sûr. à réussir à te dire de quoi il parle finalement. Parce que le film parle de personnages plus qu'autre chose, à mon avis. C'est ça où
moi, je vois pas ça comme un film sur le journalisme, en fait. Alors moi, c'est pas du tout dans cette partie que je l'avais mis, mais je me suis fait la réflexion. C'est fait comme tu dis, le film, il parle pas de journalistes, il parle pas de... Parce qu'en fait, ces journalistes, ils ont pas de point de vue politique. C'est quand même, c'est des journalistes de guerre, tu ne sais pas ce qu'ils pensent, à aucun moment. Et Garland, lui, ce qu'il décide, c'est de les mettre ils font leur travail de manière presque désabusée et cynique, tu vois. Genre, on prend des photos et c'est aux autres gens de décider quoi dire dessus. Ah, c'est marrant parce que ça, c'est exactement la même position que celle de Garland vis-à-vis de son film. C'est comme s'il disait, voilà, je capture le portrait d'une Amérique comme ci, comme ça. En fait, c'est vraiment faites ce que je dis parce que je fais. Ouais. C'est quand même super. Je me suis fait la réflexion. En fait, il fait exactement la même chose que ces personnages. Ce qui semble être une dénonciation, mais on sait même pas vraiment si c'est une dénonciation. Quoi. Moi, je vous dis, là, j'ai mes notes devant moi. Le premier mot que j'ai noté, c'est film extrême centriste. C'est en gros, entre parenthèses, la guerre c'est mal. Donc ça, c'est le point de vue Garland, tu vois, il fait ça. Et maintenant après, toi en tant que spectateur, débrouille-toi pour j'ai marqué exactement la même chose quelque part. Genre, le seul point de vue du film, c'est dire la guerre c'est mal et genre tout le monde est mauvais. Tu vois, j'ai un exemple très très simple, très très précis. Et en fait, il met énormément d'énergie à garder ce truc centriste, absolument ne rien dire, tu vois. Enfin, absolument ne pas prendre parti pour quelque chose. À un moment, il est question, dans une discussion, de l'Antifa Massacre. Ce serait un événement qui aurait eu lieu. Elle en parle, comment elle s'appelle, c'est Jessie. Jessie, elle en parle à Lee. Elle dit, t'avais pris ces photos pendant l'Antifa Massacre, tu vois. Et t'es là, tu dis, mais attends, l'Antifa Massacre, ça peut vouloir dire deux choses. Est-ce que c'est un massacre d'Antifa ou est-ce que c'est des Antifas qui auraient massacré des gens? Et en fait, ce flou, il le garde tout le film, et je pense que si tu demandais à Garland, il dirait, il voudrait en faire sa force en disant non, mais c'est à chacun de se faire son film. Je mais en fait, quand tu fais un truc comme ça, en plus, le film est très ancré dans le réel. C'est un futur, mais très très proche, puisqu'il pastiche Donald Trump. Le film peut passer maintenant, quoi. Ouais, et en plus, le film il est sorti peut-être un an après l'incident du Capitole. Lui, il dit qu'il l'a écrit avant, ce que j'ai pas de mal à croire, c'est juste... Oui. Mais c'est quand même compliqué de faire un film là-dessus et te dire, putain, à aucun moment, il va essayer de dire... moi, ça me dérange pas. Moi, j'aime plutôt bien ce côté... comme je le disais un peu dans le résumé, les sources de cette guerre civile, elles restent quand même assez mystérieuses. On sait que, si j'ai bien compris, le Texas et la Californie se sont alliés contre le gouvernement fédéral où le gars, le président, est en train de terminer son 3e mandat. Donc il a fait un coup d'État. Il a fait un coup d'État. On comprend qu'il y a cette Amérique fédérale qui s'est délitée, mais qui en tout cas, Washington est devenu un gouvernement totalitaire. Et que il y a les deux États du Sud se sont alliés pour. Mais ça, moi, tu vois, je fais pas trop de cas j'accepte assez facilement que on sache pas trop d'où vient, quelle est cette guerre, quels sont les tenants, les aboutissants. Je trouve que ce qui est vraiment problématique, c'est ce que vous disiez, c'était le rapport des personnages à ce conflit-là, quoi. Parce que le fait que nous on sache pas trop, ok, mais par contre que d'un point de vue très intime, il n'y a pas grand-chose qui se passe chez les personnages. Et qu'en fait, mine de rien, il se planque un peu derrière son personnage principal qui est Lee, où on comprend que elle en a beaucoup vu, parce que le film utilise plusieurs régimes d'images. Mine de rien, en termes de mise en scène, il y a quand même des tentatives, quand même un film sur les photographes, donc il y a les photos des photographes, des arrêts sur image. Ouais, tout ça, c'est du style. C'est du style, il en fait jamais rien, mais il y a aussi des... Il met une musique cool par-dessus pour exacerber la violence, tu vois, des gens qui sont massacrés sur du De La Soul, franchement, c'est limite. Hein. Une autre séquence qui me fait mal, c'est qu'à un moment, t'as les personnages qui s'énervent parce qu'ils vont dans une petite ville où t'as l'impression qu'il n'y a pas la guerre. Enfin, ils s'énervent pas, mais... Et ils vont dans une boutique essayer des fringues. Et il posent la question à la vendeuse, genre, mais vous savez qu'il y a un conflit quand même, et ça vous fait rien. Ils font non, on essaye de pas s'en mêler, et ils ont l'air d'être remontés contre ça, alors même qu'ils n'ont pas d'opinion politique. Alors que c'est pareil. Il y a vraiment un problème dans ces personnages. C'est des effets de style, en fait, il est obligé de mettre en place scénaristiquement des
des trucs comme ça. C'est comme moi, je comprends pas du tout. À un moment, Joël, donc c'est un des 3 photographes, un des 4 photographes. Après la fameuse séquence dont on va peut-être parler, qui est un peu la séquence formellement centrale là, où il tombe sur une espèce d'ultranationaliste qui abat les gens sur la base de leur ethnicité, on va dire. Et ben ils arrivent, c'est juste avant la fin, donc on est plutôt aux 2/3 du film, et ils s'énervent contre 2 journalistes qui eux vont rentrer à Washington avec l'armée. Et en fait, oui, ils s'énervent parce que, soi-disant, leur pote est mort, là. Enfin, Ouais. un des 4 photographes qui était là. Samy s'est fait tuer lors de cette fameuse fusillade avec l'ultranationaliste. Et les 2 fois où je l'ai vu, je me suis dit, mais pourquoi le gars, pourquoi il s'énerve, quoi? Il a l'air d'être hyper vénère. Et en gros, on est censé... Enfin, il dit, Samy est mort pour rien, quoi. Mais je n'arrive pas à comprendre parce qu'ils traitent les journalistes de vendus ou de je sais pas quoi. Alors qu'ils font la même chose, en fait. Ouais. Ça, c'est le pour rien. Le rien signifie... Dans ta bouche, je ne sais pas trop ce que le rien signifie, finalement. Ouais. Alors, je me souviens plus de cette séquence. Alors, je me souviens plus qu'il s'énerve contre d'autres journalistes, mais j'imagine que c'est parce que il lui annonce que Washington est en train de tomber. Oui. Et donc, il est mort à un jour ou 2 de la réédition, quoi. J'imagine que c'est ça qu'il veut dire. Mais le fait qu'il soit ultra vénère, je pense que pour Garland, s'il s'est dit, c'est une scène pour montrer le glissement des personnages, puisque dans la dernière partie du film, ils deviennent complètement insensibles. Bah J'imagine que c'est ça qu'il a voulu faire. Puis je repensais aussi à l'installation au début, quoi, quand il parle de ce projet d'aller interviewer le président. Mais c'est en ça que je dis pas que le film est sauvable là-dessus, c'est qu'il y a peut-être un sujet, on va y venir, sur l'absurde, c'est qu'en fait, on sait jamais qu'est-ce qui compte tirer de cette interview. Plus rien n'a de sens. C'est un prétexte. Je sais pas comment expliquer. Donc il y a quand même une espèce de petite réflexion sur la fascination morbide. Ouais, moi, je pense qu'ils veulent faire cette interview par vanité, en fait. Oui, pour dire je suis d'accord. C'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui l'ai faite. De toute façon, ils sont présentés que comme ça, en fait, les photos qu'ils prennent. Très égoïste. De toute façon, il y a un gimmick dans le film. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un gimmick, mais par rapport au fait de... Lee dit à Jesse, Jesse dit à Lee, si je me fais tirer dessus, est-ce que tu me prendras en photo? Ouais. J'essaye de comprendre ce que ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire que si t'es un photographe qui prend des photos de la guerre, en fait t'es une personne insensible et tu fais ça que par cupidité. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre, tu vois. J'arrive pas trop à mettre mais parce qu'aucun personnage ne se positionne clairement là-dessus, quoi. C'est vrai qu'on ne sait pas du tout quel a été leur rapport à ça, et au-delà de cette espèce de truc un peu facile, hein, qui tient lieu de fil rouge dans le film, c'est-à-dire l'idée de la transmission entre la jeune photographe et l'expérimenté, et Kristen Dunst. C'est vrai que même ce truc-là, en fait, on est censé comprendre certains éléments. Il y en a une qui photographie en noir et blanc, l'autre qui photographie en couleur. Putain, j'ai même pas fait gaffe. Il y a plein de... C'est le réalisateur qui parle, là. Ouais, c'est la jeune qui a limite des matériels plus à l'ancienne que les... Tu sais, je pense que la jeune veut... C'est un peu peut-être pour impressionner, tu vois, elle veut galer ce côté un peu, je fais des photos à l'ancienne, en argentique et tout. Là où les vrais photographes de guerre, je pense qu'il faudra qu'ils vous numérique comme tout le monde, quoi. Et du coup, je vois des pistes de réflexion, et c'est marrant parce que c'est le genre, mais qui sont pas, comme on dit, hein, c'est un peu la teneur de notre propos, c'est qu'ils sont pas pris en charge complètement, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et il y a même, moi j'y vois même un truc potentiellement un petit peu méta, et qui je pense existe quand même sur il y a une analogie à faire avec la place du spectateur, où le fait de suivre ces photographes et d'embrasser vraiment complètement leur point de vue et d'aller jusqu'à... Un truc complice, tu veux dire? Oui, il y a un truc où on sent que Garland, il pose un peu cette question-là à l'endroit de ses personnages sur la pulsion de mort, enfin en tout cas la fascination morbide de ces gens-là, sans en dire grand-chose. Mais du coup, c'est ce qui peut être assez intéressant dans le film, c'est qu'il fait la même chose. Enfin, le spectateur se retrouve dans dans une position similaire, vu qu'en fait, la structure du road movie fait qu'on a quand même un petit peu envie d'aller voir, vu que c'est quand même un film qui
Je sais pas, j'ai vu des critiques par exemple qui faisaient une analogie avec Apocalypse Now. Ouais, moi je l'ai noté aussi. Il y a que ça soit des trucs de style et le fait un peu comme. Parce qu'il y a une BO un peu cool. Ouais, la BO, je trouve, ça joue vachement. Mais puis après, il y a un petit peu ce concept de remonter le fleuve jusqu'à l'épicentre du mal que serait Washington. Ouais. Donc, certes, mais du coup, et moi je trouve que ce qui est réussi dans le film, c'est qu'effectivement, on est de plus en plus dans un truc de violence absurde, avec cette espèce de paroxysme qui est le personnage joué par Jesse Plemons qui s'exprime très peu et qui tire avant même de s'exprimer, quoi, qui fait un peu qui donne une séquence assez glaçante. Et donc il y a quand même un petit peu cet effet-là chez le spectateur de What's Next? Quelle va être la prochaine manifestation de violence gratuite? C'est un peu une espèce de fuite en avant vers ce qu'on attend, le paroxysme du film, tu vois. Et après, quand le paroxysme arrive, tu vois que l'assaut de la Maison Blanche est limite plus un assaut fait par les photographes que par les militaires, quelque part. Je trouve que c'est là où je trouve la fin un peu plus intéressante que le reste. C'est que plus le film avance, plus tu vois que les journalistes prennent plus de place que les militaires qui sont censés être les acteurs des faits. Et quand tu regardes le film, tu te dis en fait les militaires sont limite là pour protéger les photographes qui eux documentent l'histoire. Donc tu vois, il y a un petit côté un peu, les photographes font l'histoire, tu vois, par rapport aux militaires qui sont censés eux la faire. T'as cette espèce de retournement, presque de retournement du but, où les militaires sont là en tant que backup des photographes quelque part. Enfin, c'est ce que je comprends en voyant le film, tu vois, ce que le film montre. Bah, de toute façon, même, ça marche d'autant mieux en anglais que to shoot, c'est le même verbe. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, la séquence, la séquence où le personnage de Lee, donc interprété par Kirsten Dunst, meurt, il est vu du point de vue de Jessie qui la prend en photo. Donc en fait, c'est clairement elle qui la tue. Double mort. Ouais, vraiment. En plus, t'as vraiment cette impression comme si chaque photo, ça serait une balle qu'elle prendrait, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et en fait, c'est pour ça que pour moi, il parle pas de journalisme, tu vois. Il parle des personnages, donc de la cupidité des personnages, de cette course vers ça, mais il parle pas de journalisme. Et donc, c'est assez... en tout cas, il parle pas de la portée politique des journalistes, tu vois. C'est vrai on se demande... Moi, à la fin du film, les 2 fois où j'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça dit sur le... les journalistes, à la fin du film, ils ont un comportement fasciste, exactement comme, en fait, finalement, l'armée qui vient libérer aussi, tu sais, qui tue... qui fait pas de prisonniers, qui tue, et en fait tout ça donc pour dire ce qu'on disait au début, genre tout le monde est méchant, tout le monde a un comportement fasciste. En gros c'est ça, tu vois. Du coup le film il est un peu agaçant, et le personnage de Kirsten Dunst qui est censé être un personnage finalement qui trouve la rédemption, et sa rédemption elle passe par quoi? Elle passe par le fait finalement d'avoir des sentiments, d'avoir des sentiments d'humanité. Et elle se fait buter, et en plus elle se fait évacuer avec l'eau du bain, et Garland je suppose qu'il fait exprès, mais vraiment alors que les personnages ont pleuré pendant des jours, quelqu'un qui connaissait très peu, enfin le personnage de Sammy, Kirsten Dunst meurt et a rien à battre, tu vois. Je sais pas quoi penser, tu vois. Moi, au cinéma, ça m'avait vraiment énervé. Même quand le personnage de Kirsten Dunst meurt, la première réaction de Jessie, c'est de faire une belle photo, tu vois. Ouais. Plutôt que, enfin moi je sais pas, quelqu'un que tu considères un peu comme un modèle, tu vois, il meurt devant toi. Moi, j'aurais pas aidé de la prendre en photo, tu vois, d'aller la voir quand ça se passe. Elle l'a sauvé en plus. En fait, ouais, mais c'est ça, il y a vraiment une relation qui est... Mais cette bascule-là, elle marche pas vraiment, parce qu'en plus, il nous présente l'arc narratif de Jessie, il est quand même extrêmement radical pour une fille qui, dans les 2 premiers tiers du film, quand elle expérimente des trucs un peu vénères, elle a des réactions qui sont assez humaines, c'est-à-dire qu'elle pleure, elle pleure, elle fait des cris. En fait, c'est ça, ce qui est énervant, je pense, c'est que c'est une scène choc qui est là juste pour sa vertu choc. Manière, et qu'il aurait pu la faire sans problème s'ils avaient été mieux amenés d'un point de vue scénaristique. Mais en fait, c'est ça qui est énervant, tu vois. Parce que comme tu dis, en fait, c'est un film qui parle des personnages, mais qui est pas drivé par ces personnages, d'une certaine façon. Après, il est drivé par une dimension, par le côté arbitraire du scénariste qui a une thèse, qui a une maxime, quoi, que ces personnages disent, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, genre moi je capture la réalité et vous après faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Alors si c'est ça son parti pris de metteur en scène, bah oui, c'est un peu inquiétant, et je comprends que ça ait pu énerver, si nous ça nous a énervé,
les Américains, les premiers concernés par en plus ce qui se passe aujourd'hui, je comprends qu'ils puissent être un peu vénères, quoi. Ouais, c'est peut-être là où le film marque le plus de points, c'est d'avoir à ce point compris ce qui allait se passer dans pas si longtemps, en fait. Ouais. Quand tu vois ce qui se passe, on n'est pas très très loin de... Oui, mais c'est pour ça. Mais après, en plus, ce qu'on disait, c'est que Garland, c'est pas un réalisateur américain, c'est un réalisateur anglais. On a oublié de le préciser. Mais ça du se coup, voit tu pas. dis, normalement, en étant quelqu'un d'extérieur, tu pourrais avoir un regard un peu plus acerbe. Tu vois, on va pas parler de Verhoeven ou quoi, mais c'est des mecs qui, quand ils sont tournés aux États-Unis, ils ont toujours trouvé un moyen d'aborder les sujets, même manière un petit peu cachée, etc. Tu vois, mais pour dire un truc sur le pays où ils tournent, quoi. Alors là, il dit quelque chose, mais enfin, moi je me demande s'il essaye juste, surtout il veut pas griller sa place, il essaye d'être. Moi, Si c'est ça, c'est vraiment très 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 gros. Moi, je pense qu'il avait un intérêt esthétique à faire ce qu'il a fait. Comme tu le disais bien en off, c'est un peu un bandeur de... tu vois, je sais plus comment on l'avait dit, mais... Attends, on a dit que c'était un bandeur de quoi? C'était pas à propos du monde, c'était à propos de... Non, c'était Garland, c'était un... Non, j'ai dit que on a dit que c'était un bandeur d'esthétique, mais pas juste d'esthétique plastique. Ouais, il prend un style et puis il dit ah oui putain ça j'aime bien ce genre de choses et tout ça. Et il y a des moments où, comme on parlait d'Annihilation, ça marche bien. Mais effectivement, bon, la dystopie, en général, c'est vrai que dans les fondements du genre dystopique, il y a quand même toujours une très forte dénonciation. C'est un genre qui est très, très, très politique de base, quoi. Des dystopies. Alors, en plus, je trouve que c'est un genre qui est, effectivement, qui est très chargé, qui a eu beaucoup d'occurrences dernièrement. Et honnêtement, le cinéma d'Alex Garland, il est vachement référencé, en fait. Ouais. Par exemple, tu vois, même depuis Annihilation, et ça, quand même, comme référence, c'est quand même évident, mais il a pris beaucoup de trucs de Last of Us, du jeu, aussi bien du jeu, mais des personnages. Je pense que ça m'a fait cet effet. Tu vois, Civil War, le personnage de Jesse, il fait penser à Ellie. Tu retrouves, après si t'as des lieux communs du road movie post-apo, mais tu retrouves pas mal de séquences similaires. Dans Annihilation, je pense que t'avais des images aussi de Last of Us qui étaient utilisées. Les hommes champignons. Là, ouais, voilà, les hommes champignons. Et il a toujours tendance à reprendre beaucoup de trucs comme ça. Je sais plus pourquoi je suis parti là-dessus, je pense. Mais... parce que on disait que c'était un bandeur, enfin que c'était un mec qui prenait plaisir, je pense, à investir un genre. Et puis... mais effectivement, c'est là que c'est pas vraiment un auteur, c'est un faiseur. C'est un faiseur. Alors en plus, celui-là, c'est le film le plus voyant, mais comme on disait, il a toujours cette volonté en plus de vouloir surfer un peu sur l'air du temps. Donc on parlait de Men, qui aurait pu prendre ce racine depuis un thread Reddit en fait, sur le. Ouais, c'est clair. Vraiment, c'est le film dans l'air du temps qui essaie de capitaliser un petit peu, mais qui a pas une vraie profondeur. Et j'avais été en rematant Ex Machina, que j'aime beaucoup. Mais finalement, en le revoyant, je le dévalue un petit peu. Moi, ça m'a fait l'effet inverse que Annihilation. Tu vois. Ouais. Mais tu vois, il avait des petits trucs, des temps où je fais putain, il est vraiment pas subtil. Quand il veut parler d'un sujet, il veut bien que tout le monde le comprenne. C'est le personnage joué par Oscar Isaac, donc, qui est le boss d'une compagnie de tech et qui crée l'intelligence artificielle. C'est le boss de Blue Book. Tu vois, pour faire une référence à Facebook. Ouais. Et en fait, son cinéma, il y a plein de trucs comme ça, tu vois. Il y a Blue Sky maintenant. Et même, la manière dont le président, c'est clairement un pastiche de Donald Trump dans Civil War, tu pourrais trouver une manière plus subtile, parce que là, on dirait presque un épisode de South Park, la manière dont c'est amené, en fait. Pour bien que la satire, elle soit appuyée, mais alors qu'il y a une satire qui est même pas si satirique que ça. Non, c'est clair. Mais c'est pour ça que moi, je trouve que là où le film est le meilleur, je me répète peut-être, c'est quand il se débarrasse du lien thématique entre les séquences. C'est-à-dire quand tu prends les séquences quand tu les prends formellement pour ce qu'elles sont, il y a vraiment des vrais moments de... Alors on a parlé de la séquence de la fosse commune, avec le Jesse Plemons et tout ça. Mais c'est pareil, l'assaut du Capitole, il y a un côté film de guerre avec les tanks, et il y a un côté assumé de... Ouais, puis la scène avec Jesse Plemons, pour le coup, c'est une vraie scène de western qui a déjà été faite plein de fois. Ouais. Dans western italien, tu vois, où tu avais tous les films les films Zapata qui se passent à la frontière, où tu avais toujours les Mexicains qui se faisaient tuer comme ça. T'as la scène là qui est la plus connue, je pense, c'est dans le Django de Corbucci, et pas de Tarantino, où t'as ces Mexicains qui courent, et t'as les mecs à gouler, qui ont des flingues à vue, quoi. Et du coup, le Jesse Plemons, c'est vraiment un personnage de western. Et c'est comme si au centre du film, il y avait une parenthèse western, qu'il y a une parenthèse guerrière à la fin. Toi, t'as des petites scènes comme ça que tu peux prendre indépendamment, limite. Mais après, est-ce que ça, c'est pas constitutif du genre du road movie? C'est un truc, ce côté un petit peu éclaté dans les traitements et tout. Tu peux le dire aussi dans C'est Laure et Lula, par exemple. Ça existe aussi, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant, moi je trouve, dans le film, parce que quand en fait on comprend pas trop les tenants et les aboutissants de ces
ces petits îlots là, de violence, ben, mine de rien, par rapport à ce que l'Amérique est en train de vivre aujourd'hui, il y a le côté, je trouve, la sidération qui marche bien, quoi. Et je suis sûr que si le film se débarrassait de tout ce qui est un peu encombrant, c'est-à-dire justement ces personnages pas traités, etc., avec cette espèce d'idée de la transmission, il y avait matière à faire quelque chose d'assez radical, c'est-à-dire de prendre vraiment très très premier degré le côté photojournalisme et ne prendre aucun parti et filmer des moments de cette Amérique, des moments de vie de cette Amérique un peu sur le déclin. Mais j'ai l'impression que le film, il essaie quand même de se raccrocher à un truc grand public avec un truc un peu de... Il y a la morale qui plane un petit peu autour de ça. En fait, c'est ça, le truc, c'est que le film, peut-être, ne même pas prendre parti ne serait pas un problème. Non. En fait, c'est vraiment le fait qu'il est presque vendu comme un film Complètement. qui dénonce et qui dénonce rien. Je pense qu'en fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème, Ouais. S'il avait vraiment assumé le côté, mais à fond, quoi, prends pas parti. S'il avait pris vraiment, si s'était vraiment attaché à ce personnage de Lee, qui est complètement rincée, lessivée, qui est morte, en fait, elle est déjà morte de l'intérieur. Et de ce point de vue-là, elle joue très très bien, je trouve. Par contre, elle est super. Ça faisait plaisir, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas revu dans un premier rôle comme ça. Mais bon, c'est quelqu'un qui joue bien la dépression et la mort dans l'âme. J'aurais pas dit ça, tu vois, à l'époque d'American Girls, mais là, effectivement. Mais j'aurais trouvé ça mieux si... Mélancolia, c'est déjà pareil. Ah oui, c'est vrai. Oui, moi je pensais à Mélancolia. Ouais, pardon, parce qu'on n'a pas eu la même enfance. Mais tu vois, si on peut après, on va pas faire le film à la place du réal, mais imaginez un film avec vraiment quelqu'un où son attribut principal c'est d'être dénué de tout sens moral. Mais ce film il existe, c'est Nightcrawler. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais. C'est Jake Gyllenhaal. Allez voir Nightcrawler. Ouais. Oui, c'est mieux. Comment il s'appelle chez nous? Nightcrawler, c'est le nom anglais. Nightcall. Nightcall, ouais. Que j'avais pas trop aimé à l'époque, parce que j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de subtilité dans ça. m'avait mis une sacrée baffe. Moi j'ai bien aimé. Ouais, c'est bien. Je préfère Network. Non, mais oui, non, c'est vrai. Écoute, Civil War, c'est... Tout ça pour ça. Ouais. C'est un peu ma conclusion. C'est plus un film scab qu'un film ACAB, tu vois. C'est méchant, mais attention quand même. Moi, j'aurais tendance à dire, on dirait, on a l'impression d'être dans Black Mirror. Tu vois, c'est vraiment ça, en fait, Civil War. Genre, c'est prendre quelque chose qui est très proche de nous, donc pas de faire de la grande science-fiction, c'est vraiment de l'anticipation. C'est ce qui le rend un peu flippant aussi, tu vois. Par contre, c'est vrai, pour avoir voyagé aux États-Unis l'été dernier, tu vois, tu retrouves quand même ce truc-là dans les rencontres. Tu fais putain, c'est. Et il est flippant dans son contexte, pas dans son. Pas dans ce qu'il raconte. Pas dans ses personnages et donc pas dans ce qu'il raconte. Ouais. Et c'est une bonne façon de transitionner je pense vers... qu'on on va pouvoir conclure sur Civil War. Alors avant de conclure, je vais quand même vous dire une observation que j'ai eue, parce que j'ai pas eu le temps de le placer, il faut absolument que je le dise, parce que j'étais content de ma trouvaille. C'est que je me suis rendu compte que Garland, en fait, il avait que 2 typologies de films, et qu'il faisait soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps. C'est qu'en gros, il fait soit des huis clos, soit des road movies ou des films de voyage, soit les deux en même temps. Ah ouais, c'est marrant. Et si tu prends tous ces films, par exemple, 28 jours plus tard, c'est un film de voyage, mais qui termine en huis clos dans la base militaire. Sunshine, c'est un film de voyage dans un lieu clos. Ex Machina, c'est un huis clos. Annihilation, c'est un film de voyage. Enfin, Men, c'est un huis clos. Civil War, c'est un truc. Et tout, c'est tout le temps dans la même. The Beach, c'est pareil, c'est un voyage qui termine dans un espèce de huis clos. Ouais. Et en fait, tous ces films, ils ont la même typologie. Dread, c'est un huis clos aussi. Dread, c'est The Raid, d'ailleurs moins bien. Ouais. Sorti un an après, donc on sait pas trop si c'est. Mais je pense que ça montre un petit peu un truc sur son style. Quand on disait qu'il manquait de profondeur, je pense qu'il est pas très aventureux non plus. Qu'en fait, il prend ce qu'il connaît. Et il essaye un peu de l'extrapoler, mais il va pas creuser en profondeur. Mais là, il avait vraiment de quoi faire quelque chose de super. Vraiment, je pense qu'il y avait quelque chose, avec le côté prophétique en plus, alors là, il aurait eu encore plus les gens... En plus, comme il est anglais, il aurait pu faire un film à la Peter Watkins, mais il a fait un film Netflix, en gros. Quoi. Ouais. Moi, je me souviens que ça m'avait pas vraiment surpris sortant de Men, quoi. Men, moi, je me souviens, une des premières images du film, c'est l'arbre d'Éden avec la pomme. Et en fait, moi, je me suis dit... J'ai trop rigolé quand tu m'as fait la réflexion. Bah oui, mais t'as tout compris. Men, c'est un film où tu sors énervé, et Civil War, tu sors...
J'ai revu Men. Ouais, c'est vrai. Moi, je le déteste pas autant que vous, mais c'est juste que c'est un film qui, comme il est très balourd et qu'il a pas grand chose à dire, il aurait dû durer 30 minutes. Ou 10 minutes. Ouais, même en 10 minutes, tu peux dire un truc très bien, mais qu'en fait, il étire Oh là là. sa proposition. Men, c'est Et, vraiment- il a pas vraiment, tu parlais du huis clos, et c'est juste ce que tu dis, je pense, sur le fait il est pas très aventureux, et je pense que même dans ses safe space, Ouais, dans ses petites habitudes. dans ses habitudes, il y a quand même, alors c'est pas systématiquement mauvais, parce que par exemple dans Annihilation, ça marche bien, le côté flashback, mais il a toujours un recours aussi au flashback. Ça, c'était une note que je m'étais faite dans Men, dans mon souvenir. Oui, c'est vrai que les flashbacks. Du trauma et tout, bon, t'as quand même un aller-retour systématique pour qu'on comprenne vraiment d'où vient. Oui, c'est pour. Bah ouais, puis en plus, étant donné qu'il y a que plus ou moins deux personnages. Qui dialoguent principalement ensemble. Je pense que c'était une manière aussi de. Bah ça, c'est plus foireux. simple de- Je trouve que dans Men, ça aurait été intéressant. J'ai pas revu le film depuis le cinéma, donc Bon, mais c'est pas vraiment la peine. qui supprime le côté flashback, ça l'aurait forcé à trouver d'autres choses à dire sur tout ça, quoi. Non, mais après, Men, comme la plupart de ses films, moi je trouve qu'esthétiquement, dans le côté un peu poseur, il réussit quand même. Et d'ailleurs, tu parlais de la musique de Annihilation. En fait, il bosse toujours avec le même mec. Qui est le mec de Portiched, Ah ouais. qui fait la musique. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion, à chaque fois, par contre, c'est mortel, quoi. C'est des bons scores. Et tu vois, dans Men, la séquence dans le tunnel, où tu sais, Oui, elle chante oui. et tout, c'est clairement le sound designer, lui, qui s'est fait plaisir, mais elle marche super bien. Ah, la séquence, c'est Elle la est trop seule qui bonne. me reste, parce qu'elle était aussi centrale dans la bande-annonce, donc c'était Ouais. mauvais signe. Bon, bah écoutez, les amis, assez parlé d'Alex Garland. On va passer au gros morceau. Voilà. Ouais. Dans tous les sens du terme. On va parler de France de Bruno Dumont. Et puis, bah, on écoute un petit extrait musical. Donc France de Bruno Dumont, sorti en 2021. Donc je rappelle un film qui a été choisi évidemment par Guillaume. Et avant de faire un petit résumé, encore une fois je vais demander c'est quoi votre rapport au film. Donc comme tout à l'heure je te demande à toi Seb en premier. Alors moi, France, je l'avais vu en avant-première à la Cinémathèque, donc en présence de Bruno Dumont. Et donc, petite anecdote marrante, il est venu présenter le film à la Cinémathèque, la salle était pleine. Il est arrivé en sandales chaussettes, veste en cuir, et il n'avait pas l'air très content d'être là. C'est-à-dire qu'il était censé avoir une petite rencontre, mais qui a duré 10 minutes, je pense. En gros, il disait, bah, voilà, voyez le film, j'espère que vous allez kiffer, et puis voilà. Il est revenu après, mais tu sentais bien que c'était pas il n'avait pas trop envie d'en parler, il était là parce qu'il était obligé, je pense. Tu l'avais déjà vu un petit peu avant Non, c'était première fois. Dumont, j'avais lu des interviews, mais j'avais jamais vu de visu, quoi. Donc là, j'ai vu avec ses claquettes chaussettes, enfin ses sandales chaussettes, ça pose un peu le personnage. Et après, je pense qu'il arrivait à un moment où il est un peu dans son rôle, tu vois, maintenant. Il s'est trouvé un peu un personnage qu'il aime bien garder. Et du coup, c'est là que j'ai découvert le film, donc au cinéma, avant qu'il sorte officiellement. Et j'en gardais je suis sorti, je me suis dit, voilà. Du coup, le fait de revoir, c'est un peu éclairci certaines choses, tout ça. Comme on disait en off, je trouve qu'en général, la deuxième fois, même un film que t'aimes pas, c'est toujours un petit peu mieux parce que comme tu dois réfléchir dessus, obligatoirement tu le reconsidères, à moins qu'il soit vraiment malfaisant, le film. Je pense qu'en général, ça passe toujours un peu mieux la deuxième fois, quoi. Et ben moi, mon rapport au film. Alors, Dumont, j'avais vu aucun Dumont. Je connaissais le réal, parce que moi, je pense que j'ai découvert à l'époque des petits quinquins parce que à l'époque sur Fier Panda, vous en parliez tout le temps. Toi, Seb notamment, t'en C'est parlais vrai. tout le temps. J'avais pas regardé et je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui m'attirait pas dans son cinéma, alors que pourtant j'en avais pas vraiment une image très très précise. Donc j'ai toujours pris un peu à reculons, j'ai repoussé l'échéance et en plus le virage un petit peu, on va dire, burlesque de son cinéma à partir de Maloute, ça m'a complètement coupé la chic, quoi. Enfin ça m'a fait débander direct. Donc j'y suis jamais allé. Et donc pour préparer cet épisode, j'ai décidé de faire mes devoirs un petit peu. Donc j'ai pas commencé par France directement. J'ai d'abord commencé par La vie de Jésus, Hors Satan, L'Empire.
Bref, c'était très très compliqué pour moi. Sacré enchaînement. Ah ouais, pour l'anecdote, je vous l'ai dit, mais Hors Satan, en fait, je l'ai maté en pirate sur un site de streaming. Il s'est mis à couper à la moitié et je me dis, merde, il fallait que je trouve une manière de le voir. Et je l'ai trouvé sur Xhamster, le site porno. Donc j'ai regardé une demi-heure en 240p, notamment la scène des flammes. Donc j'ai pas pu voir les effets spéciaux, pas ouf. Et j'ai pu reprendre après sur une belle copie derrière. Qui a mis le film à cet endroit? Je sais pas, c'est trop bizarre. C'est un grand malade. Surtout qu'en plus, on est d'accord, dans Hors Satan, il n'y a pas de scène sexuelle explicite, contrairement à certains de ses autres films. Si. Ouais, mais non, pas explicite. Non, pas explicite. Ouais, pas explicite. Mais bon, bref. Bah écoute, merci à cette personne. Si tu les écoutes. Ouais, et donc ça a été très compliqué pour moi le visionnage, je reviendrai un peu plus dessus. Mais il s'avère qu'avant-hier, j'ai regardé L'Humanité, donc son deuxième film, et que ça m'a un petit peu réconcilié avec le personnage. Et donc France, voilà. Compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué. Je me souviens en fait que quand il est sorti, je me souviens de la bande-annonce qui justement misait beaucoup sur l'humour. Donc j'avais une image du film en fait qui a pas été du tout fidèle à ce que le film était. Bah, en partie quand même. Enfin, Non, je dis pas qu'il y a pas d'humour dans le film, oui. mais la bande-annonce est vraiment orientée sur le côté personnage de Blanche Gardin, ouais. sur le côté un petit peu genre on est des gonzesses qui à la télé, mais qui c'est super bizarre par rapport aux propos du film. Enfin, c'est tellement déconnecté. Je sais que le but c'est de faire aller voir le film aux spectateurs, mais au bout d'un moment, la manière dont sont vendus les films de Dumont par rapport à ce qu'ils sont, ça devient problématique. Tu peux pas tromper le spectateur une fois. Mille fois. Moi j'avais vu ça avec Empire, où le tueur était vraiment axé SF. Alors que le film n'est pas tant que ça au final. Non, c'est il est dans les très grandes lignes, quoi. Mais après, je pense que c'était un test aussi de la part de Dumont qui sortait de Jeannette et de Jeanne, donc deux films très pas du tout grand public. Je pense qu'il y avait vraiment, il a voulu se plier à mon avis à 100% à l'exercice, faire un film dans les clous, quoi, comme il dit. Ah mais non, bah justement, je suis pas d'accord parce qu'il a pas fait un film de SF. T'as pas l'impression que c'est, mais non, je parle de France. Ah, de France, pardon. Oui, excuse-moi. Oui. Ouais. Oui, après non, l'Empire il est plus là, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu une bascule qui s'est créée. Mais toi, du coup, alors ton rapport à France quand le film est sorti? Bah moi j'y suis allé direct parce que je sortais de, voilà, il avait fait Jeanne pas très longtemps avant. Et moi, ça m'avait énormément touché comme film. Enfin, j'aime beaucoup. Dans l'écrasante majorité, moi, j'achète tout de Dumont. Ouais. Sauf Maloute, que je trouve justement une espèce d'excroissance cinéma raté de Petit Quinquin. Ouais. Moi, j'ai découvert Dumont il y a un peu plus de 10 ans. Enfin, il y a 10 ans. Non, un peu plus de 10 ans, quand justement Petit Quinquin est sorti. Avant, j'étais pas... Voilà. Et puis, avant, c'était une référence encore plus nichée que maintenant, même si ces films Après, je me souviens étonnamment en fait que quand Hors Satan est sorti, ça a fait un bruit de ouf et je m'attendais pas à un film aussi hermétique, quoi. C'est peut-être son film le plus radical, Hors Satan, je pense. Ouais. Si tu prends tout le reste, parce que moi c'est un peu plus vieux. Toi, c'est ton préféré, non? Moi, mais si mon préféré, c'est L'Humanité, mais je mets Hors Satan en deux. Et du coup, moi, contrairement à vous, j'ai découvert Bruno Dumont pratiquement en temps réel, quoi. Donc, je suis allé voir ses films quand ils sortaient. Et L'Humanité, ça reste une des séances les plus marquantes de ma vie, quoi, de cinéphage, on va dire. Où tu vois, des fois, ça arrive rarement, mais quand ça arrive, tu te dis, putain, quand même, où tu sors et tu sais plus où t'habites, tu sais plus ce que tu fais là, tu sors du film et tu te dis, waouh. Et moi, L'Humanité, c'était vraiment ça. Ça m'a mis... ça m'a retourné complètement dans tous les sens. Alors c'est un film, il se passe pas grand-chose finalement, ça se passe dans le Nord, c'est une enquête policière. En plus, c'est un de ses plus longs. Enfin, il dure 2h30. 2h30, ouais. Mais moi, ça m'a vraiment terrassé quand je l'ai vu, quoi. Ça m'a vraiment mis par terre, me suis piétiné. Et après, je suis allé voir les autres. J'adore aussi les autres, mais j'ai pu retrouver cet effet-là, mis à part dans quelques scènes de Hors Satan où j'ai retrouvé un peu cette impression-là de revenir un peu à l'humanité, tu vois, de grâce, c'est un des mots importants quand on parle du cinéma de Dumont, c'est cette notion de grâce. Parce que t'avais Pasolini, lui, qui travaillait beaucoup sur le sacré. Bah, du coup, Dumont travaille beaucoup sur la grâce. La grâce que tu peux trouver un peu partout dans la vie de tous les jours, quoi.
Tu vois, la grâce, ça peut être quelqu'un c'est pas un train qui passe, c'est quelqu'un qui crie par terre, quelqu'un qui fait de la mobilette. Et pour moi, il y avait ça, du moins, il y avait ce côté presque mystique dans la vie de tous les jours, qui s'est un peu perdu dans son dernier arc, donc qui part de Maloute jusque l'Empire, quoi. Parce qu'il cherchait la grâce chez les petites gens, entre guillemets, chez les vraies gueules et les vraies personnes du Nord, donc sa terre. Ouais, parce qu'en fait, du monde, il tournait dans son village, donc à Bayeul. Donc lui, il est né là, il a grandi là, il tournait là. Et il expliquait que la rue principale dans la vie de Jésus, en fait, c'est là où il avait grandi, quoi. Donc on voit la maison de ses parents, dans le film, et c'est vraiment chez lui, quoi. Donc il tournait chez lui. Et je pense que c'est pour ça qu'il y avait ce côté presque viscéral qu'il attachait à ces films qui a été modifié par après. En fait, je trouve qu'il y a un truc qui est détourné. En fait, c'est devenu presque un gimmick, le fait de travailler avec des acteurs, des non-acteurs, qui ont des gueules particulières et qui jouent fausses, qui au début pouvaient. Je trouve que effectivement, ça a été transformé. C'est resté dans son cinéma comme un élément constitutif. Mais c'est. L'essence qu'il en faisait a un peu changé. J'ai l'impression que maintenant, il s'en moque un peu. Alors qu'au début, c'était un vrai choix parce qu'il pensait que c'était. En fait, au départ, il prenait les acteurs non pro comme une matière brute. Ouais. Et maintenant, il les prend comme un gimmick ou comme un clin d'œil. C'est vraiment ce côté-là qui ressort, effectivement. En tout cas, il teste, quoi. Et en fait, oui, je pense que c'est pas. Rétrospectivement, c'est pas étonnant qu'il ait cette filmographie-là, parce que je pense que, je vais pas dire qu'il avait fait le tour, mais de ses premiers films, en fait, je pense que j'ai lu des critiques des gens qui disaient ça, c'est que en fait, à partir de Hors Satan, il fallait évoluer parce que t'avais fait le tour. Et c'est un cinéma qui est radical, donc en fait, ça m'étonne pas qu'il ait radicalement changé, étant donné le rapport de Dumont, voilà, son côté prof de philo. Parce qu'on l'a pas. J'adore, on fait les choses à l'envers. On n'a même pas fait le résumé du film. Pour finir, moi, sur mon truc, moi, j'adore France. J'avais parce que je développerai plus tard, mais parce que c'était au sortir du Covid. Moi, je me souviens séance de cinéma, et c'était une vraie proposition. En fait, j'ai pas regardé quand est-ce qu'il a été tourné, mais ça doit dater d'avant le Covid. Il a dû être retardé en plus. Le film a été repoussé, à cause du Covid et tout. Ouais, donc moi j'attendais, parce que effectivement il avait annoncé qu'il allait faire un film entre guillemets normal avec des vedettes et puis une narration. Mais après, c'était pas. Moi, j'ai pas vu Maloute, mais c'était pas déjà un peu le cas, le fait d'avoir Fabrice Lucchini en. Oui, mais dans sa narration, il était quand même encore dans le Nord, et puis là, c'était vraiment plutôt faire rentrer au forceps des vedettes dans son monde à lui. Dans son monde à lui, alors que là, il y avait vraiment. C'était Zoolander, quoi. Ouais, exactement. En fait, là maintenant, avec France, et ce qu'il y avait déjà un peu avant, il a un peu ouvert son univers à d'autres personnes, alors que dans Maloute, l'univers restait le même, mais il forçait les gens à l'intérieur. Et c'est ça où tu sens la différence. C'est ça où Maloute a ce côté vraiment artificiel et presque détestable. Voilà, très 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 artificiel. Du coup, j'imagine qu'il y a un côté qui est un petit peu dans la même teneur de ce qu'on disait sur Civil War. Il doit y avoir une façon de l'analyser intéressante comme objet filmique et comme point de passage dans la filmographie d'un auteur, mais franchement j'ai pas envie. Je trouve que c'est pas un film qui est même très drôle, quoi, parce que la grâce de Petit Quinquin, en l'occurrence, c'est ça qu'il a trouvé qui est assez génial. Il faudrait que je les vois, parce que je disais à Seb, moi le problème que j'ai avec Dumont, c'est que je le trouve il est pas drôle, quoi. Et ben Petit Quinquin, je trouve que c'est hyper drôle par contre, le coup. C'est très drôle. Et parce qu'il a cette même distance à ses personnages que dans la première partie de sa filmographie. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui est pris en charge. Et il le dit qu'il y a même dans ses premiers films qui sont très très lourds, très très durs parfois à regarder, que lui il se repose beaucoup sur les accidents et qu'il y a des trucs qui étaient drôles dans les chutes. Mais qu'il les avait pas utilisés. Qu'il les utilisait pas parce que c'était pas là qu'il avait envie d'emmener le truc. Mais il a toujours, et on voit à quel point la tentation parfois. Alors c'est marrant parce que justement dans l'Humanité, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques scènes. Je sais pas si c'est un peu humoristique, mais la séquence, il y a une séquence où ils sont dans la voiture tous les trois avec une musique super. Et il y avait un côté, je vais pas dire presque parce que c'est postérieur, tu sais, presque oiseau ou quoi. Et dans la manière dont c'était filmé, qui m'a fait assez bizarre justement, en me disant, ok, il y a certains éléments dans le cinéma de Dumont qui après peut-être qu'il les a épurés, qu'il les a enlevés, mais qui peuvent rappeler. Il a toujours eu
toujours eu cet amour du décalage aussi dans tous ces films. Tu trouves des éléments comme ça qui n'ont rien à faire là quelque part, mais qui sont quand même là. Ça, c'est un des éléments qu'on trouve dans tous ces films, je pense. Ce côté un peu décalé, quand tu vois, par exemple, dans l'Humanité, tu as la diction très particulière là, de Pharaon. Tu mets ce perso dans une comédie, le film marche comme une comédie, tu vois. Mais là, il le met dans un drame qui est très très dur, un film qui est très très lourd, et ça fonctionne. Tu as des côtés un peu très drôles, tu as des côtés de comédie, de décalage dans France, qui sont là aussi pour un peu alourdir, c'est un truc. Et donc c'est un truc qu'il a eu tout du long et qu'il a toujours, et tu retrouves dans tous ses films. Par exemple, c'est dans Jeannette, je crois, où tu as la musique qui est faite par Igor. Ouais. Et bon, là, c'est un décalage qui est trop gros pour moi. Moi, je l'ai pas vu, mais justement, quand je regardais, c'est qui a fait les musiques, comme sur France, c'est Christophe, je me suis dit, je vais regarder un petit peu avant. Ouais, effectivement, Igor, pour ceux qui connaissent pas, c'est un artiste, c'est un groupe, mais je crois que à la base, c'est un projet solo, mais avec des musiciens. Un mec tout seul, ouais. Et c'est à mi-chemin entre le métal, l'électro et des trucs un peu. Alors, je sais pas à quoi ressemble l'OST de Jeannette, mais. Ah, du Igor. Du Igor, donc oui, donc c'est-à-dire que c'est what the fuck. Igor dans le texte. Ouais. Non, mais c'est un mec qui teste. Voilà. Donc moi, j'étais forcément, pour clore là-dessus, sur une grande ouverture d'esprit à son encontre, parce que même si on sait qu'il peut y avoir des choses ratées, etc., c'est toujours des tentatives et il y a toujours des choses à en dire, quelle que soit l'appréciation qu'on a eue de l'heure. C'est quand même un cinéma qui est investi d'une certaine pensée. Ouais, mais alors je trouve qu'il faut quand même des clés, parce que... Alors moi, ça me rappelle, par rapport à ce qu'on disait, ça me rappelle une phrase que des gens avaient trouvée sur mon prof de philo en prépa, et qui, je trouve, va merveilleusement bien à Dumont. On peut dire que Dumont brille mais n'éclaire pas. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est très juste. En fait, moi, et après je te laisse faire ton résumé. Ce qui pour moi était difficile quand j'ai regardé le film, c'est que ça m'a rappelé en fait la fac, où on te met devant des trucs des fois qui sont... Moi je suis quelqu'un d'assez émotionnel, si je rentre pas de manière émotionnelle dans le film, c'est assez compliqué, alors qu'en réalité là c'est des films quand même très intellectuels. C'est vraiment le genre de film, si tu me forces à être devant, donc là j'ai été forcé un petit peu au début. C'était le but de la manœuvre, hein. Moi j'étais très curieux de voir Max. Je sais que tu voulais vraiment que je vois des Dumont. Je me questionne, je fais, est-ce que t'aimes vraiment le cinéma? Si j'aime pas ça, je n'arrive pas à apprécier, j'ai l'impression de ne pas aimer le cinéma, quoi. Et après, donc en lisant beaucoup, en voyant des pistes de réflexion, en comprenant enfin c'est quoi sa démarche. Il a quand même fallu regarder plusieurs films et lire beaucoup de choses. Je fais, ok, là ça a du sens, c'est intéressant. Mais sinon, à la base, je ne comprenais pas, parce que c'est même pas didactique. Son cinéma est même pas didactique dans ce qu'il veut exprimer, je trouve. Oui, après, je pense que, alors, pour ceux qui n'ont jamais vu Dumont, allez-y quand même. Oui, il voit un petit peu la nuque avant. Oui, après, ça dépend vraiment de... Il n'y a pas, je pense, pas de bonne ou de mauvaise manière de rentrer dans le cinéma de Dumont. Je pense que c'est intéressant de le faire dans un sens comme dans l'autre. Et de toute façon, c'est très clivant. Donc c'est très clivant. Moi, étant donné ce qu'a été mon rapport, mon parcours avec Dumont, j'aurais tendance à dire que c'est pas une si mauvaise idée que ça de tenter avec quelqu'un. D'autant plus que je pense que c'est quelque chose que les gens ont souvent vu que c'était une série Arte. Qui a bien marché en plus. Qui a bien marché. Je pense qu'il y a plein de gens, qui pensent ne pas connaître Bruno Dumont, mais en fait, ils ont kiffé à fond. Alors, est-ce que Petit Quinquin, c'est son Twin Peaks? Ah, bonne question. C'est joliment tourné. Bah oui, il y a un peu de ça. Hein. Il y a un peu de ça. Du coup, la vie de Jésus, c'est son Eraserhead. Mais ça fait sens. Tu vois, par là, il y a de ça. Mais en tout cas, voilà, quand même, allez-y, quoi. Bah, donne-leur envie avec le résumé de France. Alors, France Demeure est une journaliste star dont les reportages lourdement mis en scène aux confins des pires conflits du monde constituent surtout pour elle une occasion d'alimenter le culte de sa personnalité. Reine dans ce cercle médiatique où tout n'est que fiction, France déchante brutalement le jour où elle renverse accidentellement un jeune livreur à vélo. À scooter, pardon. Il était à scooter. Il est en scooter. Ouais. Cet acte pourtant insignifiant ouvre une brèche inédite chez la vedette, qui se voit submergée par une émotion telle qu'elle choisit d'arrêter son métier. France lutte alors pour tenter de comprendre ce qu'il se passe en elle, en proie à une sensibilité qui la fragilise et qui la renvoie sans arrêt à l'absurdité d'une société du spectacle à laquelle elle n'a que trop participé. Alors... Du coup, j'allais dire, on va contextualiser Dumont, mais... On l'a un petit peu fait. On l'a déjà beaucoup fait. Je vais contextualiser, alors vraiment, très très rapidement, juste pour France, les chiffres. J'adore les chiffres. C'est un film qui a coûté 5,7 millions d'euros. Donc pour un film d'auteur, c'est quand même pas mal. C'est beaucoup. Qu'on a rapporté 1 million.
Mais ça, c'est un classique. Plantade systématique, hein, on s'était posé la question en off. Moi, je pense que c'est Dumont, il sert à blanchir de l'argent. Je pense que son cinéma blanchit de l'argent. Parce que, donc, il fait ça, qui se plante un petit peu. Derrière, l'Empire, c'est 7 millions de budget, et ça fait 100 000 entrées, je crois. Après, ça marche pas en salle, mais... C'est trop marrant, ouais. Comme d'hab, hein, c'est pré-vendu à des chaînes, etc. C'est produit, etc. Je pense que derrière, ils s'y retrouvent, sinon ils le feraient pas, ou alors c'est leur image de marque. Je sais pas trop c'est quoi à l'international l'image de Dumont. Je pense qu'il en a pas. Tu penses? Je suis pas sûr que ça soit... Il y en avait une grâce à l'Humanité qui a quand même gagné les prix à Cannes. Bah ouais, le prix... Après, je sais pas s'ils l'ont suivi dans ces histoires après, parce qu'il fait quand même des films très ancrés dans la France, tu vois. Très français. Mais il a gagné 2 fois, je crois, le Grand Prix du jury à Cannes, donc l'Humanité, et c'est peut-être Flandre. Ouais. Flandre, il a gagné, je sais plus quelle palme, mais il a gagné un truc. Je crois que c'est le Grand Prix du jury. Et il y avait aussi la meilleure actrice pour Delphine Canel, je crois, dans l'Humanité. Okay. Lui aussi un prix. Je crois qu'il y a eu 3 prix à Cannes, l'Humanité. Ça avait lancé un débat sur le fait de donner des prix à des acteurs qui n'en sont pas. Je sais que ça avait un peu gueulé à l'époque. Donc je sais que l'Humanité avait une petite hype aux États-Unis, surtout où ils aiment bien le cinéma français et tout. Mais je pense que ça arrêtera parce qu'après, si tu prends Flandre, c'est quand même même franco-flandrien, tu vois. Flandre, c'est quand même très particulier. Or, Satan, pareil, c'est des films qui sont très localisés dans certains endroits. Et c'est pas facile à voir pour quelqu'un qui est d'une culture vraiment, vraiment différente, quoi. Alors tu vois, je connaissais pas ce terme, vous allez me dire peut-être que je suis à la masse, mais en fait l'Humanité, surtout à l'étranger, en fait c'est catégorisé New Wave, je sais plus c'est quoi le terme. En fait c'est mis dans tout, c'est à l'époque où t'as vu les films de Gaspard Noé, donc, les films de Cédric Kahn, de Dumont, un peu toute cette bande-là qui faisait un peu du drame, mais du drame un peu... Mais aussi des trucs, t'as aussi eu Baise-moi, etc. Et ça rentre dans une nouvelle vague choc française, quoi. Enfin, cinéma... Tout ce qui était ce qu'on avait appelé un peu l'horreur sociale. Ouais. Tout ce côté-là, où ça allait de l'Humanité à Ceux contre tous. Avec Baise-moi, t'avais aussi L'ennui de Cédric Kahn dedans, qui avait fait Roberto Succo après, un film de tueur en série. Et t'avais eu tous ces petits trucs-là au début 2000 qui avaient un peu... Ma mère de Honoré aussi et tout, non? Ouais, c'était tout ce genre de cinéma-là du début 2000, un mi-chemin entre le cinéma d'auteur et le cinéma un peu de genre, mais sans vraiment y aller. Je trouve que l'appellation horreur sociale n'est pas... Dans la mesure où, pour le dire... c'est compliqué de mettre vraiment un principe directeur dans la filmo de Dumont, mais il le dit lui-même, ce qui l'intéresse, c'est filmer le mal. Sous toutes ses formes, sur comment il investit un individu, même un individu le plus insignifiant, et comment cet individu-là s'en sort. On parlait de la grâce tout à l'heure, voilà, c'est un petit peu ça, c'est la coexistence, et c'est... Plus que le mal, moi je pensais que c'était l'ambivalence, quoi. Le bien dans le mal et le mal dans le bien. Non, mais de fait, et c'est quelque chose qui est assez important, je pense, pour lire France, le personnage de France et le film France en règle générale. C'est ce qui l'intéresse, et ça vraiment ce qui est quasiment systématique dans ses œuvres, c'est ça, c'est la coexistence et le combat intérieur entre le bien et le mal. Il y a ça, puis il y a comment la société deal avec la présence du mal en son sein, tu vois, c'est là où hors Satan, c'est un peu ça. C'est donc le mal est là, il faut essayer de vivre hors de lui, quoi, malgré sa présence constante qui est toujours là. Et si tu prends l'Humanité, c'est pareil. Si tu prends... Je rigole parce que j'ai rien compris hors Satan. Ok, c'est ça. D'accord. Si tu prends la vie de Jésus, c'est pareil, tu as ce personnage qui est ouvertement raciste, tu vois là, Freddy. Ouais. Et c'est comment les gens disent que malgré tout, c'est un bon gars, tu vois. Comment tu peux à la fois être un bon gars et avoir envie de tabasser les Arabes, quoi. Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup chez Dumont, c'est qu'il cherche pas, et bon, c'est aussi ce qu'on peut lui reprocher, mais il cherche pas à expliquer, par exemple, d'où vient le mal. Il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup touché dans Coin et les Inhumains, donc là c'est la suite de Petit Quinquin en série, ouais. C'est que j'ai pas revu cette deuxième saison-là en particulier, mais je me souviens qu'il y a des migrants. Ouais. Et en fait, les migrants, alors je fais pas l'analogie entre les migrants et le mal, hein. Enfin, c'est pas du tout ce que je veux dire. Fallait pas le dire, trop tard. Non, mais ce que je veux dire, c'est non. Non, ce que je veux dire, c'est que j'aime bien
sa propension à placer des éléments, que ça soit le bien, le mal, etc., et à pas être dans ce qui est souvent le cas chez beaucoup de cinéastes, dans l'explication de, en fait, pourquoi il est devenu comme ça. Et c'est valable dans beaucoup d'aspects de son cinéma. C'est-à-dire que les migrants, ils sont là. Et c'est déjà quelque chose... C'est pas le mal. Non, c'est pas le mal, c'est très très bien. Mais ce que je veux dire, c'est j'ai trouvé que c'était déjà un geste assez fort de les mettre dans le paysage comme ça et de ne pas avoir de discours sur eux. Parce que c'est un truc qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans le cinéma français, le cinéma social français. C'est, voilà, on prend des grands faits sociaux, des grandes problématiques sociales et puis on essaye de tirer, de regarder. C'est pas un film de Vincent Lindon, quoi. Et c'est tout l'inverse d'un film de Vincent Lindon et ça le rend vraiment très bien. Et je trouve que c'est un parti pris qui est très humaniste. Je le dis parce que c'est vrai qu'on peut taxer Dumont de froideur et d'une certaine distance avec ses personnages, mais moi je trouve qu'il y a quand même ce truc-là, juste d'attester de la présence de gens ou de choses ou quoi, sans les juger. Bah, vous vous souvenez la réflexion que je vous ai fait la première fois que j'ai vu La vie de Jésus? Moi, l'impression que j'ai eue, c'était quelqu'un qui observait une fourmilière à la loupe, et à la fin du film, qui décide de foutre un coup de pied dedans, quoi. J'aurais plus le même avis maintenant que j'ai vu l'Humanité, que je trouve justement plus un peu moins froid et un peu plus humain. Mais je peux comprendre en tout cas les gens. Oui, moi aussi, complètement. Donc cinéma humaniste, je sais pas. Moi, je crois que c'est humain dans le sens large, tu vois, humain avec un H majuscule. Oui. Mais je pense que c'est quelqu'un qui aime bien bousculer les certitudes des gens qui vont voir ces films. Ne fût-ce que dans ces titres, c'est quand même La vie de Jésus, c'est l'Humanité, c'est Jeanne, c'est France. C'est pas des titres qui sont anecdotiques, tu vois. Je pense que ces titres sont choisis expressément pour essayer de partir de quelque chose de très banal et arriver à quelque chose de très grand, finalement. Donc c'est partir de la vie d'un pauvre gars du Nord pour arriver à la vie de Jésus, quoi. C'est un peu prendre... c'est l'inverse de Civil War, c'est aller du micro au macro, finalement. T'as les deux composants qui sont dans son cinéma. Et donc, pour rebondir sur ce que disait Guillaume, c'est quelqu'un qui explique pas, mais qui n'excuse pas non plus. Toi, il va pas excuser son père. Freddy, à la fin, il n'est pas excusé. Il fait ce qu'il fait. Voilà, c'est sa vie, elle est comme ça. Et France, c'est pareil. Elle fait des trucs, il n'explique pas pourquoi elle fait ça, ni il n'excuse pas son comportement. Tu vois, genre, elle est comme ça, elle va dealer avec elle. Et toi, en tant que spectateur, tu vas devoir dealer avec ça aussi. C'est ça qui peut être dérangeant dans son cinéma. C'est vrai que des fois, de ne pas avoir du tout d'insight sur, je ne veux pas dire quoi penser, mais le truc, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu il y a aussi un peu ce côté-là qu'on retrouve aussi chez Lars von Trier, tu vois, qui ne va pas t'expliquer que ce personnage, il est là, et puis il fait ce qu'il fait. Et lui, c'est pas son rôle de le juger quelque part. Lui, il te montre sa vie, et toi, tu le regardes et tu... Parce qu'il est attaché à la vérité du personnage, plus qu'à... Je reprends un truc que Bégodeau dit, qui est assez juste. C'est pas quelqu'un qui fait dans le réalisme, il fait dans le... Il n'est pas à la recherche de la réalité, il est à la recherche de la vérité. Avec ce que ça comporte de nuances, finalement. Dans ce que tu dis, en fait, le fait de... Juste, voilà, les choses sont là, il n'explique pas, mais il n'excuse pas pour... Mais justement, moi, c'est là où j'avais du mal à comprendre sa démarche. C'est que moi j'estimais que la raison pour laquelle il bossait avec des non-acteurs, etc., c'était pour essayer d'avoir du vrai, alors que lui il va dire non, ce qu'il fait en fait, ce qu'il veut c'est du faux, et c'est pour ça qu'il joue mal, etc. C'est du faux, et à partir de là il va essayer de faire du vrai ou la vérité. Oui, c'est ça. Tu parlais d'un mouvement, du mouvement que tu décrivais juste avant. Il y a l'autre mouvement, principe directeur des films de Dumont, c'est partir du faux pour aller vers le vrai. Et de ce point de vue-là, la place de France dans sa filmographie, elle est assez intéressante parce que à l'échelle de sa filmographie, il y a vraiment ça. On part de quelque chose qui est assez peu fin au départ, même s'il y a toujours des éléments de décalage dans la mise en scène, dans le montage. Et finalement, plus on se rapproche, plus il fait de films, plus il s'intéresse au faux. Et là, en l'occurrence, il a pris... avec France, voilà. Et là, en l'occurrence, il a tout faux. T'as l'impression qu'il apprend le métier de film en film, tu vois, par exemple. Oui. T'avais une certaine candeur qu'il avait quand il avait Jésus, qu'il a pu... Maintenant, c'est devenu presque un peu cynique, toi, dans son cinéma. Ouais, non, je suis d'accord. Une forme de... Oui, c'est clair. Qui est arrivé là, et donc France, et à mon avis, le film le plus cynique qu'il ait fait, je pense, dans toute sa filmo.
Ouais. Je sais pas, moi je me demande si l'Empire est pas plus cynique, mais... Je pense que l'Empire est opportuniste. Là où France est plutôt cynique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je m'étais pas trop posé la question du cynisme dans France, mais en tout cas, pour parler un petit peu plus précisément de comment ça se décline dans le film, dans France, qui nous intéresse quand même aujourd'hui, ce truc-là, je trouve que la structure du film, elle est particulièrement parlante dans le fait que la première séquence de France, c'est une séquence où tout est faux, c'est-à-dire on est à l'Élysée, c'est une conférence de presse avec Macron, donc c'est un pur exercice de montage. Ouais, parce qu'ils ont récupéré des images qui étaient... Où il fait jouer à la fois... Enfin voilà, il met en scène le personnage de France, donc joué par Léa Seydoux. Je sais même pas si on l'avait dit, mais... Oui, bon, on la verra, elle est sur l'affiche. Voilà. Et il la met en scène dans une espèce d'exercice de questions-réponses avec le président. Et il y a un truc qui est plutôt habilement monté où voilà, elle pose une question à Macron qui lui répond. Donc il y a ce truc-là de fabriquer du vrai, étant donné que ça se veut presque pas documentaire, mais ça se veut en tout cas très ancré dans le réel d'aujourd'hui, mais avec quelque chose d'absolument faux dans la mesure où il rattrape le truc avec... En fait, elle écoute même pas la réponse. Elle lui pose une question, elle l'écoute pas. Elle se contente de faire des gestes obscènes avec Blanche Gardin. Blanche Gardin. Moi, je trouve d'ailleurs que d'un point de vue purement technique, la scène elle marche pas très bien. Non, mais moi, je pense que c'est fait exprès. C'est probablement voulu pour ce côté simulacre, etc. Ça va être le propos du film. Mais la première fois, quand tu sais pas quoi trop penser, tu fais. C'est un peu off. L'incrustation. Il y a un truc d'échelle qui marche pas du tout parce que Emmanuel Macron a l'air d'être un grand homme par rapport à elle toute petite. C'est assez curieux. Mais ça se décline dans plein d'endroits. Moi, il y a plein d'effets de montage, de raccords qui sont mauvais. Il y a des faux raccords, mais il y a aussi des axes de caméra qui sont foireux. Ah ouais, du genre j'ai pas... je saurais pas mais il y a des trucs où tu te dis, en fait, ça t'accroche l'œil, quoi. Mais en fait, moi, si on regarde ces premières scènes, c'est seulement à la fin de la scène où j'ai réussi à un peu me situer dans l'espace. Voilà, situer la topographie de la scène. Genre où était Blanche Gardin, parce que moi, au départ, je pensais qu'elle Gardin était tout au fond de la salle. Et je me dis, putain, mais comment elle fait pour la voir si elle est derrière elle En fait, non, elle est sur un côté. Ouais. Et c'est monté de façon tellement étrange que tu n'arrives pas à te situer. Voilà, c'est ça, à spatialiser la scène. C'est ça qui est assez bizarre. Je pense que c'est voulu, parce que Dumont, on peut dire ce qu'on veut lui, mais c'est pas un idiot. Donc je pense que c'est complètement voulu, un peu pour te perdre ou pour créer une espèce de sensation de théâtre un peu factice, tu vois, comme ça, de ce qui se joue là. Vous êtes dans un film, mais quand même, on va quand même partir à la recherche de... Enfin, c'est un peu programmatique, quoi. Moi, je trouve, quand on connaît, d'autant plus quand on connaît sa filmographie ou sa façon de penser les films. Et donc, du coup, voilà, il y a cette entrée dans le film, il y a tout ce qui se passe qu'on va un petit peu détailler après. Et le film une des dernières séquences du film, c'est le retour de France l'arrivée de France dans ces fameux territoires du Nord, si chers à Dumont, où pour le coup, elle est dans un exercice opposé. Elle recueille un fait divers. Donc on est passé de l'interview du chef de l'État avec une question complètement inintéressante. Elle est nulle, la question. Elle est nulle, c'est tout le jeu, en fait, c'est toute la blague. Oui. La question est nulle et ils se congratulent en disant tout est exceptionnel. Voilà, c'est ça. Donc on passe de ça à... Et c'est ce qui va amener aussi à moi mon point de vue sur le film, qui en fait n'est pas tant un film sur la dénonciation de l'appareil médiatique et du cirque des journalistes, etc., que sur un vrai personnage avec une vraie problématique intime. Du coup, voilà, on arrive à cette vérité, qui est la vérité de Dumont, qui est les vraies affaires avec les vrais gens dans les vrais territoires du Nord. Donc le film vraiment embrasse de façon hyper claire cette structure qu'on retrouve à l'échelle de la filmographie finalement. Alors c'est marrant parce que Bégodeau il dit un truc justement sur cette séquence que j'ai trouvé assez vrai. C'est que à la fin du film, en fait, justement dans cette séquence dans le Nord, tu sais, c'est en fait la France, elle arrive dans l'humanité, quoi. Ouais. Mais c'est presque un compte à rebours de toute sa filmo, en fait. Ouais. Il passe pratiquement par toutes les étapes de ses films juste avant. T'as quand il passe par Adewish, où tu as ce côté un peu martyr, tu vois, quand tout lui tombe dessus. T'as le côté Claudel quand il est un peu recluse chez elle. Puis t'as tout le passage sur Flandre quand elle va dans ce sens-là. Puis elle retrouve un peu les vrais gens, entre guillemets. Donc t'as cette espèce de vision à rebours de son propre parcours à lui qui est
peut être une façon d'interpréter le film aussi, où voilà, il fait un peu le point sur sa carrière, tu vois, il passe par plusieurs étapes en prenant son personnage et en le mettant un peu plus bas à chaque fois. Ouais. Enfin, plus bas, façon de parler, parce que pas sûr que Macron soit plus haut que les gens à la fin du film, mais c'est vraiment de partir à rebours, quoi. Ouais. Et c'est assez intéressant comme structure, un peu, si on analyse tout le film en partant de ça. Et ça se voit aussi sur le personnage qui est très très maquillé au début et qui l'est de moins en moins plus le film avance. Ouais, je fais réflexion, ouais. Tu vois, au départ, le maquillage, tu le vois, tu vois le maquillage sur son visage, toi, l'actrice, tu la vois sur Léa Seydoux qui est hyper maquillée, quand elle pose la question, elle pose de façon très maniérée, tu vois, quand elle parle sur l'étal, elle a les yeux plissés, elle fait sourire, alors qu'à la fin, elle est assise à une table avec une véranda, elle est à peine maquillée, elle parle normalement avec la personne qui l'interview, quoi. Au moins un moment, parce que c'est ça qui est assez subtil, c'est que... Et le film se finit pas sur ça. Voilà, le film se finit pas sur ça, et même dans le cadre de cette séquence où on peut se dire, ah oui, le personnage de France a compris quelque chose, elle est sortie de cette société du spectacle, parce qu'en gros, il est un peu question de ça quand même. Il y a Guy Debord qui traîne pas loin. Mais en fait, c'est là que je trouve qu'il est assez subtil. Et c'est en ça que, pour faire un petit focus sur le personnage de France, c'est vraiment une héroïne dumontienne au sens strict du terme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît une petite rédemption, quoi. On n'est pas sur une espèce d'arche narrative où le personnage a une grande... révélation. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup, en fait. C'est elle a quand même une sorte de révélation. Elle en a une, mais c'est tout petit. Parce que dans cette séquence où elle est face à la mère, parce que on n'a pas précisé, mais cette séquence dans le Nord, elle interviewe une mère de famille dont la fille a été violée, j'imagine, séquestrée, et tuée par son compagnon, donc fait divers hyper sordide. Et donc, dans les premiers instants de la scène, elle est vraiment dans un rapport très d'égal à égal avec cette... même la mise en scène le dit, quoi. Au contraire de ces reportages, parce que le film est jalonné par des reportages mis en scène de France où elle est avec des migrants sur le front, de combattants de Daesh, etc. Où là, on est vraiment... On embrasse sa mise en scène à elle, c'est-à-dire elle qui se filme face caméra en train de redire les questions qu'elle va poser. Donc on est vraiment dans sa construction. Là, à la fin du film, le plan est plus large. Elle est prise dans la pièce avec cette femme-là. Il y a quand même, mais il y a quand même toujours un petit peu ce processus de mise en scène dans le sens où elle répète les questions, etc. Mais on la voit, mais on n'est pas dans la caméra. On est à l'extérieur de la caméra. On la voit parler à la caméra dans mon oui. Là, on est distant, voilà, on est de l'autre côté. Et donc là, je trouve qu'il y a un truc qui est quand même assez subtil et qui résume bien la trajectoire de ce personnage-là. En tout cas, dans son rapport à son métier, elle a quand même repris le travail, quoi. Elle n'est pas sortie complètement de cette société du spectacle, mais il y a quelque chose qui a changé. Elle a évolué, effectivement. Il y a quelque chose. Mais son parcours n'est pas fini, je pense. Et ce que moi j'adore, et ça permet d'enchaîner un peu sur, pour moi, ce qui est vraiment le vrai sujet du film, c'est que pour moi, c'est un vrai film sur la dépression. Et en fait, justement, tu sais, quand je te parlais elle avait une révélation. Pour moi, la révélation, c'est au début du film, justement, c'est quand elle rencontre Baptiste et les parents de Baptiste. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le début de sa dépression. C'est là, en fait, c'est après cet incident. Parce que j'imagine qu'en fait, jusque-là, elle était dans sa bulle, où tout le monde lui lèche le cul, où il y a tout son univers, etc. Et là, d'un coup, malgré elle est confrontée aux gens du petit peuple, ou à des problématiques qu'elle, lui venait même pas à l'esprit, tu vois. Tu sais, elle va leur donner 3 000 euros, et pour elle fait, mais c'est rien, 3 000 euros, parce que son mari, elle fait chier, tu vois. Donc ça montre quand même une certaine bourgeoisie. Et c'est là que j'ai un problème aussi un peu, des fois, avec le ton du film. Elle a un accident où elle renverse de manière minable... Donc, absurde, un garçon scooter. Et vraiment, c'est ridicule. Les gens, il se fait une luxation. Et en fait, pour elle, c'est tout un monde. Parce qu'elle se rend compte que, mais il a une luxation. Et c'est un non-comédien bien dans le ton de Dumont, donc avec une gueule bien particulière, qui a l'air un peu benée. Et ouais, voilà, elle a une révélation, et c'est à partir de là que c'est le début de sa dépression, le début de son chemin de sortie justement vers la société du spectacle, quoi. Mais elle a une révélation, et c'est ça, hein, je comprends qu'il y a plein de gens qui n'aient pas aimé le film à cause de ça, mais c'est qu'elle ne comprend pas, quoi. Parce que quand tu as une révélation, quand tu imagines une révélation, là, ça devient très clair pour la personne. Là, il y a une fêlure avant l'éclaircie à la fin. Le dernier plan, c'est évidemment, ça pouvait pas être autre chose que elle qui pleure
de façon un peu comme Jeanne, tu vois, un peu la tête tournée vers le ciel, etc. Mais avant ça, tout le film, c'est des pleurs incessants. Il y a vraiment ce truc qu'il avait déjà expérimenté dans Coin Coin, l'art de la répétition, c'est-à-dire d'en remettre une couche sans que ça soit une nécessité dramaturgique. Et du coup, le film, il a un vrai aspect performatif dans l'effet que ça fait chez quelqu'un une dépression. C'est-à-dire quelqu'un qui est submergé par des vagues d'émotions dont il ne situe pas vraiment ou pas tout de suite la provenance, quoi. La première fois que j'ai vu le film, je pense que j'ai essayé de le voir trop à travers le prisme justement de un film sur les médias et tu te dis le discours il est quand même plus ou moins un peu pas galvaudé, mais c'est pas très. C'est pas nouveau. Cette critique-là, elle est vieille. Après, elle est présente dans le film, mais c'est pas le point central du film. Mais moi je pense que je m'étais focalisé là-dessus. Et en revoyant le film avec ton plan et en me focalisant un petit peu plus justement sur ce point-là, en fait c'est vrai que c'est très juste parce que souvent quand t'as une dépression, ça arrive justement d'avoir ce truc de pas savoir d'où ça vient, de tous les jours tu te mets à pleurer ou de dire mais putain ou de pas savoir pourquoi t'es comme ça d'un coup, parce qu'elle a en gros elle a une dépression existentielle. Et c'est vrai qu'au final c'est bien rendu, parce que comme tu dis il y a ce truc de répétition où elle va essayer de dépasser le truc et de se réapproprier ses pleurs, puisque après quand elle revient travailler et elle se met à pleurer pendant des séquences où il filme avec des migrants et elle se dit vas-y, tu sais quoi, moi la première fois je pensais qu'elle simulait ou elle réutilisait. Non, en fait elle pleure parce qu'elle est toujours dans cet état et elle essaye de lui donner du sens et de l'utiliser. Ça c'est génial, je trouve, comme idée, c'est vraiment trop bien. Et tu vois, quand tu la vois discuter, la fameuse séquence où ils sont en train de dire des horreurs pendant que le doc est diffusé à la télé et qu'en fait il y a un micro qui est enclenché, on entend Blanche Gardin dire des saloperies du genre putain c'est dommage qu'il y en ait un qui soit pas tombé à la mer, ça aurait fait des belles images. Et tu sens en fait qu'elle essaye d'être dans son rôle de la présentatrice un petit peu cynique, dire ouais là on a fait ça, c'est super. Et en fait tu sens qu'elle est pas bien, tu vois, enfin que c'est joué, qu'elle essaye de leur faire plaisir. Et ça, je dois dire qu'on avait parlé en off, moi je trouve que c'est une performance d'actrice incroyable. Je trouve d'arriver à rendre ce truc-là, je trouve ça assez phénoménal. Moi, c'est un film qui m'a... Bon, j'étais pas particulièrement fâché, je savais que c'était une bonne actrice, mais elle est assez douce, ça m'a vraiment... moi, elle m'a vraiment hyper impressionné, parce que je pense qu'en plus, Dumont, c'est pas quelqu'un qui le dit, hein, qui dirige particulièrement ses acteurs. Il les laisse... oui, ça, il l'a répété plusieurs fois. Il les laisse interpréter. En particulier les comédiens non professionnels. En plus, on l'a pas dit, mais c'est un truc qui est assez intéressant. Dumont, il travaille systématiquement avec des oreillettes. Ce qui crée aussi ces sentiments de malaise, d'absurdité, de décalage. Mais je trouve que dans exactement ce que tu décris, cette façon d'embrasser l'absurdité de son état et d'essayer de se le réapproprier, d'échouer, mais de quand même, tu vois, garder le cap, etc. Je trouve ça très très fort, quoi, du point de vue de l'incarnation. C'est hyper balèze. Parce que mais ça intervient à un niveau qui est beaucoup plus subtil que plein d'autres trucs dans le film, quoi. Ouais, c'est un peu planqué, quoi. En fait, c'est ça, c'est au premier abord, parce que justement, quand t'as quand même l'humour, je trouve qui est un petit peu raté. En fait, tu vois que ça, et tu te dis c'est une farce ratée. Et du coup, moi, je suis passé à côté de cette profondeur la première fois. Et c'est là, après, j'ai quand même dû me taper 5 films, plus une deuxième fois celui-là, et lire des trucs avant de me dire, je fais... en fait, il y a ça. Et en plus, normalement, tu vois, le sujet de la dépression, c'est un sujet qui m'intéresse, tu vois, que je connais un petit peu. Me dire, putain, je pense que j'étais tellement omnubilé par me dire, j'aime pas Dumont, il m'énerve, que je suis passé un petit peu à côté de ça, et c'est dommage. Mais c'est vrai que Léa Seydoux, elle est quand même aussi énervante que talentueuse, quoi. C'est un peu... D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il l'a pris pour faire ce personnage. Le personnage est un peu comme elle aussi. Oui, complètement. Ouais. C'est quelqu'un qui est à la fois une star, mais qui est à la fois détesté par beaucoup de monde. Ouais. C'est quelqu'un de Léa Seydoux, qui, je sais, qui est adoré par les metteurs en scène américains, notamment. Alors qu'en France, là, cette image un peu de petite bourgeoise parvenue et tout, que les gens aiment bien détester, tu vois, et je m'inclus dedans, il n'y a aucun problème, j'avoue. Il suffit pour s'en convaincre d'aller faire un tour sur sa filmographie et de se dire qu'elle a dit qu'elle n'avait pas été, qu'elle s'était faite elle-même, et tu regardes genre les 10 premiers films,
c'est que des grands réals où jamais comment tu oui. finis dans leur, T'as dans leur carnet d'adresses. Ouais, La bien fameuse phrase sur l'école de la vie et tout. Ouais. Tu te dis, ouais, c'est bon, dose un peu, s'il te plaît. Mais tu vois, elle fait ça, et après, elle fait un film comme ça. Moi, je pense qu'elle est pas con. Mais je pense que Dumont l'a pris pour ça aussi. Mais elle, je pense qu'elle savait qu'elle était prise pour ça. Ouais, Ouais, elle s'est dit, elle se joue, limite, elle se joue elle-même à l'écran, tu vois, le parcours qu'a France, elle peut être son parcours aussi. Ouais. Et pour revenir aussi sur donc, le film sur la dépression, c'est un film sur elle, c'est pas un film sur les médias, c'est un film Non. sur elle. Parce que chez Dumont, les titres sont importants. Le film, il s'appelle France. Il s'appelle pas E-News, tu vois, il s'appelle France. Oui, c'est ça. Ouais. Donc le film, il parle d'elle. Chez Dumont, les films sont très clairs. Il parle de ce qu'est le film. Et il le dit d'ailleurs, hein. Franchement, regarde Donc, les titres. Quoi. France, ça parle de France, ça parle de elle. Elle est à l'image. Le film commence sur elle, finit sur elle. Elle est à l'image quasiment tout le temps. Les personnages secondaires, elles ont pratiquement aucun arc. Il n'y a rien qui... T'as vaguement l'arc du livre de son mec, mais si son livre est publié, c'est aussi grâce à elle, donc elle est encore dans le truc. C'est juste pour enrichir son Tu personnage. vois, à c'est elle, juste ça en fait. Tu n'as pas d'intrigue qui ne se rattache pas à elle. Donc le film c'est elle de A à Z. Et je pense que et en même temps, le film, c'est assez doux de A à Z. Ouais. Et tu as ce côté-là où il le prend pour jouer. Puis moi, un truc qui m'a aussi marqué en le revoyant là avant l'enregistrer, c'est que tu as l'impression que Blanche Gardin elle joue comme si le film était une comédie, et Elias Lou joue comme si le film était un drame. Du coup, c'est ça qui crée un carré entre les personnages et entre le film. Moi, le film, je ne suis pas particulièrement fan de ce qu'il est, tu vois, de la forme qu'il a ou de ce qu'il raconte. Mais je trouve que c'est un film dans lequel on peut creuser et on peut retirer beaucoup de choses. Ouais. Même sans aimer le film, tu vois qu'il y a des choses qui sont très problématiques dedans, et tu as des choses qui sont vraiment très intéressantes, qui méritent d'être creusées, d'être mises en avant. Notamment, même si tu prends toute la filmo de Bruno Dumont, le film est un peu à part. Ouais. Et si tu prends toute la filmo de Léa Seydoux, le film est aussi à part dans sa filmo à elle. C'est pas le genre de rôle qu'elle joue habituellement. Donc je pense que les deux se sont trouvés de façon volontaire ou non. Bah, il dit qu'ils avaient une envie mutuelle de travailler ensemble. Donc tu vois, je pense que les deux, autant elle que lui, ils sont pas des idiots, tu vois. Ils se sont dit, il y a moyen de faire un truc. Pour Dumont, c'était le moyen d'avoir quelqu'un d'établi, tu vois. Et d'ailleurs, oui, je me souviens maintenant, il a écrit le film après avoir rencontré Seydoux. Donc ce que tu dis, c'est... Ouais, d'autant plus vrai que il n'a pas proposé le scénario de France à Seydoux. Il l'a rencontré, ils ont bien matché, puis il a écrit pour elle, via elle, quoi. Ouais, c'est ça que t'as des... Après, ça va, le rôle est intéressant et profond, parce que quand tu regardes, par exemple, c'est Adèle Haenel qui s'était barrée de l'Empire, ouais. parce qu'elle trouvait que le film était misogyne et tout, etc. Et probablement que ça avait été écrit pour elle aussi, enfin parce que pour avoir cette caution du genre la caution MeToo, on va s'en foutre de sa gueule aussi un petit peu, tu vois. Je sais pas ce qu'il aurait fait d'Adèle Haenel. Mais elle, en tout cas, elle disait, je pense qu'il m'a demandé, qu'il me voulait pour ça, et que ça l'amusait en fait de jouer avec l'image qu'elle avait. Ouais. Et je comprends qu'elle se soit barrée, parce que c'est vrai ouais. que Dumont, vous l'aurez peut-être compris, c'est pas un gars qui est hyper cool, quoi. C'est pas hyper sympa. Elle devait jouer le rôle qui est joué par Lina Coudry, je pense, dans l'Empire. Je crois que c'était ce rôle-là. Et après, moi, j'adore Dumont, surtout au début, mais on peut légitimement trouver des choses qui sont très, très, très tangentes dans ces films, tu vois. Moi, j'ai toujours un peu de... Allez, dis-le. On parle un peu des films quand on les voit et tout. Moi, je ne sais toujours pas aujourd'hui si Dumont il est franchement raciste ou c'est juste un bandeur de cité ou d'arabe, tu vois. Parce que ces personnages d'arabes sont toujours très, 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 très litigieux. Et là, dans France en particulier, j'adore, ça va finir en vidéo. Et en fait, dans France, le mec, il s'appelle Baptiste. Il va faire croire à personne que le mec s'appelle Baptiste. C'est un arabe avec un strabisme divergent. Voilà, quand ils vont chez ses parents, ils savent à peine parler français, tu vois. Le père, il faut quand même qu'on parle du personnage du père, quand même. Le père de Baptiste, c'est quand même quelque chose. Le père de Baptiste, c'est un mélange de tous les personnages drôles de Dumont, tu vois. C'est un mélange du commandant, de Carpentier, c'est un mélange de Freddy, c'est un mélange de Winter, tu vois. C'est un mec qui est limite autiste, tu vois. Je pense qu'il dit pas un mot dans le film. C'est toujours sa femme qui parle pour lui, mais sa femme, elle a un accent comme la Zoubida, tu vois. C'est quand même un truc. C'est quand même très, très, très. Et t'as ça t'as ce côté-là qui est dans Freddy aussi, qu'on retrouve à la fin de La vie de Jésus. T'as ce côté-là je crois que c'est dans Coin, les Inhumains. T'as ce gars qui crie Allahu Akbar, on sait pas pourquoi. Tu vois, t'as toujours des choses qui sont très problématiques, tu vois. Moi, ça me fait rire, mais. Alors, ça dépend comment on le prend, en fait, tu vois. T'as ce truc-là. Et t'as aussi, parfois, tu peux te dire si.
Enfin, même si tu connais le cinéma du Nouveau, tu vois qu'il a une vision très, très classiste des personnes, tu vois. C'est une critique que tu peux entendre. Bien Si sûr. tu vois les films et tout, tu peux l'entendre. Donc il faut pas non plus occulter ça. Moi, c'est un non. mec que j'adore, tu vois, il n'y a aucun problème. Mais son cinéma, il est là, tu le prends comme tu veux, en fait. C'est un peu ce côté-là. C'est des films qui font pas de prisonnier. Avec ce que ça comporte de danger en termes C'est ça. idéologiques. Quoi. C'est sûr. Quand tu, de toute façon, à partir du moment où tu joues avec la radicalité, forcément, à un moment, tu vas mettre des gens de côté. Et tu penses que tu vas toi-même te rendre compte quand ton cinéma peut être pris comme problématique. Mais c'est pas grave. Tu vas et tu Lui, vas. il s'en branle tellement. et tu le fais. Enfin, voilà. L'anecdote que tu racontais, elle montre bien que. Et moi, c'est avec l'Empire, en l'occurrence, c'est là que ça a vraiment éclaté, quoi. Le gars n'a rien à branler de rien du tout. Ce que tu disais, Max, non, c'est le fait qu'il mélange ce film de science-fiction avec son univers et que ça marche pas et que je pense qu'il le sait très bien et qu'il se dit bon bah c'est ça, il prend deux films, deux styles de films, enfin son style de film, et il le colle, mais au pire c'est que ça crée quelque chose, tu vois. Mais oui, moi, dans c'est ça que j'aime l'Empire, bien. ces séquences où genre ils vont dans la mer, ils se retrouvent dans les trucs et tout, c'est cool. Mais sinon, en dehors de ces trucs de transition qui sont esthétiquement sympas, c'est jamais un film de SF, ni rien. Non, tous les éléments de SF qui s'intègrent dans le cinéma réaliste, j'ai envie de dire, ça marche pas du tout. Alors, quand il coupe la tête au sabre, c'est ridicule. Le truc qui marche bien, par contre, c'est quand il intègre des choses du réel dans le monde de l'SF, genre les vaisseaux, tu vois. Je trouve que l'Empire des vaisseaux, c'est quand même assez formidable. Les designs en général sont super bien, ouais, tu vois. T'as le tout premier plan de l'espace, on dirait un plan de Alien. Quand tu vois le vaisseau qui avance lentement comme ça, tu te dis, ouais, Dumont, il sait faire ça maintenant. Et c'est là où le film, bon, je dévie un peu son Empire, mais moi, le film m'a un peu énervé, c'est parce que tu vois qu'il sait faire, mais il n'a pas envie. Non, S'il pouvait faire un film, il pourrait le faire, pas de problème, mais il se dit, vas-y, je m'en fous. Non, pour lui, ça ne pose pas de problème que dans son univers qui cohabite des vaisseaux églises et des Renault Kangoo, tu vois. Oui, t'as limite un côté, parce que Hellraiser ou Event Horizon, c'est dans les vaisseaux. Et puis t'as Lucchini qui est là, qui a une femme qui danse devant lui, et tu te dis, qu'est-ce que ça va faire là? Et c'est là où tu te dis, putain, s'il pouvait, il pourrait le faire. Mais il n'a pas envie. C'est trop drôle, il y a des gens qui faisaient l'analogie entre l'Empire, en fait, c'est Twin Peaks The Return, tu vois. The Return. Et esthétiquement, t'as vraiment un truc. Après, moi, je suis un gros fan de The Return, mais là, c'est plus compliqué à défendre, quoi. En dehors de l'aspect purement esthétique, je maintiens, franchement, dans l'Empire, tout ce que j'ai préféré, c'est tout ce qui est pas constitutif de cinéma du monde. Donc, c'est vraiment les designs, le sound design, les trucs du SF. J'étais super étonné. Je suis putain, ça, c'est trop bien. Tous les trucs qui se passent dans le Nord, moi, c'est cata. Et toi, par contre, tu es l'inverse, quoi. Toi, t'aimes bien ce qui se passe sur Terre. Non, moi l'Empire, j'ai mis, je pense, 6 mois avant de décider oui, c'est vrai, on va parler, si j'aimais bien. Mais je suis sorti avec un sentiment que j'aime bien, que j'ai rarement, c'est-à-dire qu'est-ce que je viens de voir, quoi. Qu'est-ce que je fais? C'est peut-être le côté un peu intello, etc. Moi, j'aime bien réfléchir après et que les films soient retors. Et pour moi, France, pour des raisons différentes de l'Empire, mais c'est un film qui est très retors, quoi. Parce que il y a ce truc-là, c'est troublant. Dans ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire tu passes 2 heures au cinéma, en théorie, tu vas pas pour voir des choses se répéter comme ça et sans aucun ajout narratif ou quoi, tu vois. Même quand le fait qu'elle reprenne, qu'elle continue à faire ses reportages, tu vois, tu sens qu'il y a une perte de sens. Mais en fait, quand tu comprends que c'est ça le sujet du film, quoi, que c'est la perte de sens... Ça devient plus limpide, mais c'est vrai que là, moi, le premier visionnage, c'était compliqué, quoi. Et c'est intéressant parce que ça connecte vraiment avec le sentiment premier du spectateur, qui tu comprends pas. Moi, et France comprend aussi, pas non plus, tu vois. Et c'est certainement hyper intello et peut-être un peu théorique et tout, mais moi, je pas trop d'exemples de films qui me font... Qui me font ça, quoi. Moi, je suis quand même emmerdé par cette scène de fin. Avec le vélo. Avec le vélo. Les vélos. Ouais, le Vélib, mais on peut dire. Ouais, j'allais dire. C'est ce qui bourgeois énervé contre Anne Hidalgo, tu vois. C'est genre les vélos, ils nous cassent les couilles, les vélos nous font chier. En tout cas, c'est une scène qui entérine bien le fait que c'est pas du tout un film c'est pas la critique des médias. On parlait tout à l'heure du contexte, qui était le truc le plus intéressant chez Garland, le contexte et tout ça. Là, c'est précisément l'inverse, quoi. Pour moi, c'est le contexte. Parce que le film devient limite intéressant quand on quitte le monde des médias. Mais oui. C'est là où le film démarre quelque part. C'est juste une matrice. Et c'est vrai que ça met un peu de temps. Et c'est vrai que du coup, vu qu'il se passe beaucoup de trucs et qu'il y a... Pour moi, c'est ça l'erreur du film. C'est qu'il en dit trop sur les médias,
mais sans que ça soit vraiment hyper intéressant et non plus hyper juste, parce que c'est un truc que je pique à Bégodeau, mais pour quelqu'un qui veut capturer la vérité, le réel, etc., entre guillemets, enfin, en tout cas, je pense qu'il a quand même une velléité de raconter quelque chose d'aujourd'hui. Oui, le personnage ce qu'il dit, c'est que le personnage de Léa Seydoux, il n'existe pas parce que c'est à la fois une reporter de terrain, à la fois une présentatrice, une personnalité publique. Mais ça, à la limite, ok, cette espèce de personnage. Moi, ça fait sens, tu vois, d'un point de vue scénaristique. Dans ce qu'il dit des médias et de la tendance des médias, il a raison. Il dit que aujourd'hui, les médias, ils vont pas sur un bateau de migrants pour essayer de déclencher de l'empathie chez les gens. Les médias font précisément l'inverse. Ouais. Donc, oui, c'est vrai. Tu vas pas voir Laurence Ferrari sur un jamais. Sur un donc un rebord, on dirait qu'il surtout que la tendance est de dire les migrants ils nous font chier. Mais c'est quoi. ça. Lui il décrit presque une tendance gauchisante des médias alors que moi je pense que la volonté derrière c'est plutôt de dire que ce qui compte c'est l'émotion et le sensationnel, tu vois. Et ça, c'est sensationnel, tu vois. Je pense moi, je l'ai pris de elle fait du sensationnalisme. Une espèce de fabrique de l'émotion, tu vois, qu'est-ce que ce soit artificiel. Mais c'est vrai que le choix est mal choisi, du coup, parce que ça serait un truc de gauche un petit peu, tu vois. un contresens, et du coup, mine de rien, ça t'amène sur une piste... Mais c'est ce qui amènerait peut-être que le personnage soit apprécié, justement, et c'est parce que ça rend le personnage bon, tu vois. Oui, mais regarde, c'est un personnage regarde Cyril Hanouna. Il a des légions de fans, Baba, machin, etc. Il fait l'inverse, quoi. C'est un mec qui attise... Enfin, aujourd'hui, je pense que ça marche... quand tu regardes la société d'aujourd'hui, ça marche à l'inverse. C'est les gens qui se coltinent un culte de la personnalité énorme, c'est des gens qui clivent et qui attaquent et qui séparent, quoi. Après, moi, il y a un des passages que j'ai trouvé le plus... Enfin, que j'avais oublié ce passage-là, et quand je l'ai revu, pour moi, c'est une des scènes les plus marquantes du film. C'est plutôt vers la dernière partie. À un moment, elle est dans une espèce de grosse soirée comme ça. Elle va dans les toilettes et il y a une meuf qui lui demande « Et vous êtes de gauche ou de droite ?» Et là, elle ne répond pas. Elle dit « Et qu'est-ce que ça changerait pour vous ?» Je trouve que la réponse, c'est pas la réponse qu'on attend. Et c'est une réponse qui dit beaucoup de choses, tu vois, sur ce que les gens pensent d'une personne. Tu vois, genre, savoir qu'une personne est de gauche ou de droite, directement, ça va toi t'orienter vers... et je trouve que la réponse est assez maligne, et ça rejoignait un peu le débat sur Civil War, tu vois, où tu sais pas exactement où se situe le film, alors que là, la réponse, tu sais que Dumont, c'est un malin, tu vois, il va pas te donner une réponse facile, tu vois, et donc il répond à la question par une question. Donc, et vous, qu'est-ce que ça changerait pour vous ? Et je trouve que ça, c'est assez... c'est peut-être là où se clôt sa critique, entre guillemets, du média, tu vois. C'est qu'en fait, la critique du média, c'est que c'est pas les informations qui importent, c'est ceux qui la racontent. Oui. Donc toi, peut-être la même info racontée par quelqu'un de gauche ou de droite, sachant où elle se situe, ça va t'orienter dans ce que tu vas penser et tout. Et je trouve que ce petit échange qui est vraiment assez intéressant, qui passe un peu inaperçu dans le film comme ça, mais qui était, à mon avis, intéressant de remettre un peu en avant, parce que c'est là où c'est le seul moment où il y a un discours presque politique qui sort de la bouche de Léa Seydoux, tu vois. Ouais. Parce que quand elle fait ses reportages, elle ne fait pas de politique, elle fait juste des reportages. Et là, c'est quand elle est off de la télé, où hop, là, directement, elle ose quelque chose qu'elle n'oserait pas forcément à la télévision. Ouais, c'est vrai. Et je trouvais ça assez intéressant de la part de Dumont. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans son cinéma, où la sphère politique est souvent absente dans son cinéma. Même quand il fait un film sur les médias, c'est un film qui n'est pas politique, finalement. C'est le seul passage où vraiment il en parle un petit peu, où il donne, lui, son avis sur la chose. Et comme c'est un prof de philo, tu vois, il faut qu'il soit au-dessus des gens, tu vois, donc il dit... Donc, je vais poser une question. C'est intéressant. Moi, je me demandais, est-ce que vous pensez pas que le personnage de Léa Seydoux, finalement, il fait un peu, ou plutôt Dumont, il fait un peu la même chose que le personnage de Léa Seydoux, c'est-à-dire d'aller prendre des fragments de réel, leur faire du faux pour essayer de montrer une vérité, tu vois. Je trouve qu'il y a un truc de manipulation qui est pas si éloigné. Je pense pas que ça dise grand chose sur le film, mais je me suis fait la réflexion, tu vois, parce que dans sa démarche de dire d'aller choisir des gens avec des gueules, des non-acteurs, etc. Il y a quand même une manière de prendre du réel, de faire un peu ce qu'on veut avec, même si lui va dire non, mais je les laisse faire, et puis après il monte beaucoup Dumont. Toutes les choses jouent beaucoup au montage. J'ai pas de raisonnement derrière. Hein. Mais non, c'est intéressant. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a une espèce quand même de parallèle entre les deux personnages. Enfin, entre les deux personnages, entre le réalisateur et comme on l'a dit pour Garland. Hein, exactement. J'ai trouvé ça assez curieux, tu vois. C'est pas déconnant, mais je pense que après c'est
On s'était posé la question, c'était la dernière fois, rien à voir, tu vois, mais pour Maniac, il y a toujours un petit peu enfin, comment dire. Oui, ça tu mets un peu de toi-même, Bah, oui, ce qu'on disait avec Maniac, avec après, le rapport à la merde. Ouais, je sais pas. C'est vrai que Dumont, c'est quelqu'un d'assez. C'est un cinéma qui est assez autoritaire, finalement, dans les choix qui le conduisent et dans la façon qu'il a de penser. Oui, même lui, en tant que personne, Oui. Dumont, c'est quelqu'un que personne ne connaît vraiment en dehors de son métier de metteur en scène, tu vois. Dans la vie, comment il est, on ne sait pas. Ce qu'il fait, on ne sait pas. Ce qu'il pense, on ne sait pas. Les seules choses qu'on peut savoir de lui, c'est par son cinéma, finalement. Parce que tu as des metteurs en scène, tu vois, qui aiment bien un peu parler. Tu vois, lui, l'interview, il n'en donne pas beaucoup. En fait, le boulot du Dumont, hors cinéma, ça l'intéresse pas, lui, tu vois. Bah, peut-être tant mieux qu'il en donne pas beaucoup, parce qu'il y a apparemment une interview, il a dit une dinguerie, non il avait dit des dingueries sur les gilets jaunes, je crois. Ils en parlent justement dans le podcast de Bégodeau. Et apparemment, ouais, il lui arrive de... Déraper. Après, les anciens profs de philo, on connaît leur trajectoire souvent. Ouais. Donc bon, mais après, moi, j'aime bien se garder ce côté un peu mystérieux, tu vois, de l'artiste qui... c'est bien, je pense aussi. Qui reste dans il fait ses films. Et il n'y en a pas, je veux dire, il n'y en a pas énormément, quoi. Moi, c'est une forme de radicalité, et puis il est vraiment dans cette défense-là de représenter le mal au cinéma, qui est quelque chose qui... Moi, je crois que c'est là-dessus que j'ai connecté avec lui directement. Bah, c'est là où moi, je le rapproche un peu d'un Von Trier, tu vois, par exemple. Ouais. Mais ça se perd. Où, tu vois, il y a vraiment ce côté presque artiste total, tu vois. Ouais. Moi, je m'exprime que par mes films et tout. Ouais. Mais surtout quand on regarde ce qu'était le cinéma avant, enfin, ça, c'est... Von Trier aussi, quelqu'un qui a dit des dingueries par moment. On a dit qu'on a fait... Laissez parler vos films et dites pas... Non, mais parce que c'est à force, je pense que c'est des gens qui voient un petit peu d'un mauvais œil aussi. Alors, je vais pas du tout excuser ou quoi. Moi, je suis pas du tout d'accord... avec les dingueries qu'ils peuvent avoir dites, tu vois, mais que je me souviens d'avoir vu une interview de Dumont qui prenait acte un petit peu de ce que était en train de devenir le cinéma français, en l'occurrence, un cinéma de la juste une certaine forme de rédemption, mais voilà, qui allait vers la lumière et sans trop, en excluant complètement la représentation du mal, et que du coup, de fait, ça évacue aussi la vertu cathartique du cinéma, quoi. Moi, je prends souvent l'exemple de Louis Malle, voilà, sur qui on a beaucoup tiré à l'époque quand il a fait La Combe Lucien, où c'était le portrait d'un collabo. Bon, c'est des films qui seraient, on imagine aujourd'hui, d'un point de vue de la production, quasiment impossible à produire aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une espèce de bien-pensance. Moi, j'aime pas trop ce terme-là, mais on a envie de servir aux gens quelque chose qui va les conforter dans leurs idéaux, etc. C'est aujourd'hui, c'est une prise de risque de risquer de te mettre le public à dos, et malheureusement, le cinéma, ça reste une industrie financière, et encore plus, et je pense qu'ils sont de plus en plus frileux, effectivement, de certains sujets, tu vois, pour certains sujets. Oui, et puis certains partis pris. Ça marche dans les deux sens, tu vois. Quand tu vois les films que faisait Yves Boisset à l'époque, je pense que c'est impossible de faire un Condé aujourd'hui, par exemple. Tu peux plus faire ça. Faire du Pont de la Joie aujourd'hui, tu peux plus faire ça. En fait, ça marche dans les deux sens. Tu vois, c'est un cinéma qui se tend à s'uniformiser. Ouais, voilà, je trouve plus le mot. À se polir, en fait. Ah oui. Tu vas essayer d'enlever les aspérités. Qu'elles soient du côté du bien comme du mal, de la gauche comme de la droite. Tu peux plus faire des films qui sont très, très engagés. Que si tu prends... moi, c'est un réel que j'aime beaucoup. Bon, et Bac Nord, alors, attends. Bac Nord, Bac Nord, c'est un film idiot fait par un idiot. C'est même pas un bon film de droite, quoi. C'est ça. Alors que tu vois, si tu prends... Moi, un que j'aime beaucoup, c'est Yves Boisset. Si tu prends ces films, qui sont ouvertement engagés, de gauche, très ouvertement. Lui, il le dit, il n'a aucun problème. Mais ils sont tellement engagés que même aujourd'hui, une époque où on te parle de bien-pensance, ça pourrait plus passer aujourd'hui. Parce qu'un Condé, ça te parle quand même d'un flic qui est tellement... dans son métier, que ça en devient une ordure, tu vois. Et tu peux pas faire ça pour un grand public, alors qu'à l'époque, ces films marchaient beaucoup, tu vois. Ça ramenait des millions de personnes en salle. Si tu prends du Pont de la Joie, c'est un film sur le racisme ordinaire, qui est hyper d'actualité, mais que tu peux plus faire ça aujourd'hui. Et je pense que il a perdu cette dimension-là, surtout dans le cinéma populaire, où tu avais des grands succès qui étaient très engagés, que ce soit à gauche comme à droite, d'ailleurs, tu avais des films qui marchaient, qui ramenaient beaucoup de monde, tout en ayant des sujets forts, traités de façon très limite militante. Parce que Boisset, c'était un militant, toi, il s'en est jamais caché. Et là, je pense que Dumont aime bien ce côté un peu, laisser les films être des films, laisser les films être ce qu'ils sont, et redonner un peu de pouvoir au spectateur, que le spectateur aille voir un film
qui ne juge, il juge que le film, pas ce qui est autour. Je pense que lui se situe un peu dans cette mouvance-là. C'est clair, c'est pour ça il donne pas forcément les clés auxquelles on est peut-être un peu plus habitué aujourd'hui, des clés de compréhension, quoi. C'est une manière de faire qu'on peut valider ou pas, mais en tout cas, je pense que c'est une manière de faire qui est comme elle est, quoi. Assez peu en adéquation avec ce que les gens malheureusement attendent du cinéma, mais est-ce que justement les médias jouent pas un rôle... Les merdias jouent pas un rôle un peu négatif là-dedans en fait, il y a des gens qui peuvent limite te construire un film ou te détruire un film sans même l'avoir vu. Tu vois, par exemple, tu as eu le film récemment, donc j'ai pas vu, cette espèce la nouvelle version avec, féminine des Trois Mousquetaires. Ouais. C'est un film que tout le monde déteste, alors que personne ne l'a vu. Le film a fait aucune entrée. Ouais. Et je sens que les gens le détruisent juste parce que le film ne représente pas pour ce qu'il est. Je pense que Bruno Dumont, lui, il veut que ces films, qu'on juge ces films pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils représentent. Du coup, je pense qu'il se retire expressément de tous ces débats pour laisser ces films vivre leur vie, quoi. On l'embrasse pour ça. Écoutez, je pense que c'est une bonne conclusion sur Bruno Dumont. On a beaucoup parlé de lui, on atteint presque les 2 heures, donc on va pouvoir conclure. Est-ce qu'un petit mot pour dire... comparer, est-ce qu'il y a vraiment comparaison à faire entre, je pense qu'on a bien souligné les différences constitutives de l'approche du sujet mais c'est marrant, par Garland et Dumont, quoi. Mais en fait, on a vu qu'ils parlaient pas de la même chose. Donc, non, mais ils sont pas complémentaires, mais dans Civil War... T'aurais pas aimé voir France dans Civil War ? Ça aurait eu plus de sens. France à la place de Kirsten Dunst. Après, tu me diras, Kirsten Dunst, elle fait aussi finalement une espèce de dépression existentielle. Mais il y a trop de personnages autour d'elle. C'est le problème. Et c'est pour ça que le film s'appelle pas Ellie, quoi. Non. En fait, c'est comme si à la fin, Dumont ait tiré une balle dans la tête de France et puis on aurait coupé comme ça. Tu vois. On dirait, allez, on s'en fout. C'est comme à la fin des Victoires d'Amérique où t'as un Poiret qui fait du mal dans son propre film, tu vois, donc il arrive, il fait un truc il nique toute la diégèse, tu vois, il vient pour buter son personnage. Là, ça aurait été peut-être jusqu'où va aller Dumont. Enfin, ça, c'est un peu la question qu'on se pose. J'ai hâte de voir son prochain film, du coup. Bah oui, moi tout aussi. Ça. Mais c'est vrai que moi, l'intérêt que j'ai trouvé, parce que j'ai choisi ce couple parce que de prime abord, les films me semblaient très différents et ils le sont, mais ils ont pour point commun de prime abord cette thématique des médias de guerre. Puis en plus, les deux, c'est des films vraiment récents, donc qui sont vraiment dans leur époque et qui traitent de l'époque actuelle dans laquelle on est, quoi. Mais du coup, je l'ai peut-être déjà dit, mais ce que je trouve intéressant, c'est d'un côté, tu as un film qui repose dont l'intérêt repose sur le contexte, et à l'inverse, France, le contexte, la matrice un petit peu du personnage de France est assez peu intéressante quand on la quitte, comme tu disais tout à l'heure, et qu'on s'appesantit un petit peu sur son humanité à elle, ou en tout cas la recherche de son humanité. Pour moi, c'est comme si c'était un robot. Voilà, qui prenait conscience de son... ouais. Du coup, on en revient à Ex Machina, du coup. Avec les robots, tout est lié. Cilia Seydoux avait joué le rôle de... Comment elle s'appelle je sais même plus comment elle s'appelle. Espèce de sex robot, là. Ouais. Tout est lié. Écoutez, merci beaucoup. C'était un épisode dense. Un peu philo, mais c'était très intéressant. Je suis content de ne pas avoir à revoir Dumont pendant un petit moment, quand même. Tu y reviendras naturellement, mais... tout seul. Tu vois, je m'attendais à être beaucoup plus véhément dessus, et au final, je pense que c'est un cinéaste intéressant, effectivement. Donc, bravo Guillaume. Merci Guillaume. Merci à vous, c'est très intéressant. Ouais. Alors du coup, pour le prochain épisode, c'est au tour de Seb de choisir le couple de films. Et du coup, Seb, t'as choisi ? Alors j'ai choisi de parler de Snake Eyes et de Rashomon, donc Snake Eyes de De Palma et Rashomon de Kurosawa. Donc, c'est 2 films qui parlent de point de vue, de la vérité, et qui sont réalisés par 2 grands formalistes, même si Kurosawa est bien plus qu'un formaliste, mais voilà. C'est 2 films qui sont d'époques différentes, de cultures différentes, et qui ont un point de vue différent sur ce qu'est la vérité, surtout à cette... C'est un peu Chine versus USA. C'est cette époque où on parle beaucoup de post-vérité, là, du coup, on sera en plein dedans. C'est en plus pour ton premier choix, les gens qui te connaissent seront pas étonnés de voir un film avec Nicolas Cage. Et du Kurosawa. C'est mon premier, du coup j'ai tout mis dedans.
Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Alors comme d'habitude, le petit laïus, n'hésitez pas à mettre un like sur YouTube, à noter l'application, mettre 5 étoiles surtout sur Spotify si vous ne l'avez pas fait. Ça nous aide un petit peu à diffuser le podcast et puis ça nous fait plaisir en plus d'avoir des retours. Voilà, donc merci beaucoup et puis on se voit le mois prochain. À la prochaine, Salut. ouais. Salut.